On commence là cet après-midi avec Yann Leroux. Yann Leroux qui est docteur en psychologie, qui est aussi joueur. Alors je sais pas si on veut dire joueur, gamer, voilà. Spécialiste des jeux vidéo et du monde numérique. Vous tenez aussi un blog, Psy et Geek, qui analyse la société par le prisme des nouvelles technologies, entre autres. Et cet après-midi, vous allez nous parler d'une autre histoire du jeu vidéo, par le prisme des émotions, des addictions et des remédiations thérapeutiques. Tout un programme. Tout un programme, en effet. Ça fait un peu salade niçoise, même si c'est pas tellement la région, mais cela dit, c'est quelque chose qui la salade niçoise, c'est bon. Et j'espère bien que l'exposé que je vous ferai va vous intéresser. Alors pourquoi émotion, addiction et psychothérapie? Parce que quand on en a discuté ensemble, on a pensé que c'était des sujets qui vous intéresseraient. D'abord parce que l'émotion, c'est quelque chose que l'on retrouve avec tous les médias. D'une façon générale, je pense que si l'on va au cinéma, c'est pour vivre des émotions. Si on lit des romans, c'est pour vivre des émotions. Et si on écoute son oncle Ben raconter des contes et des histoires, c'est aussi pour vivre des émotions. On joue aux jeux vidéo pour vivre des émotions et c'est ce que je vous exposerai dans quelques minutes. La question de l'addiction, c'est une question qui revient de façon récurrente dès qu'il est question d'addiction aux jeux vidéo, dès qu'il est question de jeux vidéo, pardon. Donc, on va faire un petit point dessus. On va voir ensemble comment la notion s'est mise en place et puis quelles sont les dernières nouvelles du front. Qu'est-ce qu'on appelle addiction aux jeux vidéo et qu'est-ce que l'on peut en penser. Et puis ensuite, on terminera sur l'utilisation des jeux vidéo en psychothérapie, de la même manière que l'addiction est un peu intéressée par la question de l'émotion, la psychothérapie centrée sur les jeux vidéo est aussi intéressée par les émotions, parce que nous autres psychothérapeutes, on a besoin d'avoir des clients qui arrivent à une température émotionnelle suffisante pour pouvoir traiter leurs difficultés. Si la personne est tout à fait en retrait, trop froide, eh bien la psychothérapie ne marche pas, c'est un exercice intellectuel. De la même manière, si elle est constamment submergée par ses émotions, la psychothérapie ne pourra pas amener de changement parce que les mêmes émotions amèneront les mêmes émotions et les choses ne changeront jamais. Et puis après avoir discuté de tout cela, eh bien on prendra un moment pour échanger ensemble. Hein. Je vous aurai parlé pendant quelques poignées de minutes et puis j'espère bien que vous pourrez me faire quelques retours, me dire ce que vous avez pensé de tout ce que vous avez entendu ou partager votre expérience. Ok? On y va? Alors, je vous ai préparé quelques petites images de jeux vidéo. Je ne sais pas si vous les connaissez tous. Hein. Si on part de la gauche vers la droite, vous avez FIFA 22, qui est un jeu vidéo de foot. Ça nous rajeunit pas parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on joue à FIFA et ça fait encore plus longtemps qu'on joue au football avec des jeux vidéo. Vous avez un jeu vidéo qui s'appelle Flight Simulator dans lequel vous pouvez prendre les commandes d'un Airbus A380 ou d'un petit Cessna et piloter. Vous pouvez faire, je sais pas, Bordeaux-Nice au hasard ou Bordeaux-San Francisco. Il faut faire ça de façon vraiment très très sérieuse. Hein. Vous installez aux commandes, vous avez tout un plan de vol à faire valider et ensuite vous quittez le runway. Vous faites la checklist de décollage, vous volez, en fait, tout se passe en temps réel. Et le simulateur est tellement réaliste que les écoles de pilotage s'en servent pour la formation de leurs pilotes. Ensuite, vous avez Fortnite, le jeu vidéo du moment, enfin un des jeux vidéo du moment, surtout chez les plus jeunes. Et vous avez un jeu vidéo que j'aime bien, parce que quand je discute avec les personnes qui sont à peu près de mon âge, certaines me disent « Ah, mais moi, je joue pas aux jeux vidéo ». Et quand on fouille un peu ou qu'on regarde dans leur téléphone, on trouve Candy Crush Saga. Et on peut se rendre compte que, en fait, il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo qui ne savent même pas qu'ils jouent aux jeux vidéo, parce que pour eux, ou pour elles, plus précisément, parce que pour la plupart des femmes, eh bien, Candy Crush Saga n'est pas un jeu vidéo. C'est véritablement un jeu vidéo. On trouve des femmes qui jouent de manière hardcore, de façon très intensive, très impliquée à Candy Crush Saga, de la même manière que vous avez des adolescents de 14-15 ans qui vont jouer de façon hardcore à Fortnite ou à Counter-Strike. Hardcore, ça veut dire que c'est une personne qui est très impliquée et qui va jouer le plus souvent possible et qui va essayer d'améliorer toujours et encore ses performances. Hein. Donc vous pouvez être une ménagère de 50-60 ans
et avoir ce type de jeu. Et vous pouvez aussi être pas une ménagère de 50-60 ans, être un adolescent et avoir ce type de jeu. Vous pouvez jouer à Candy Crush Saga de façon très relaxe aussi. Hein. Vous avez, je sais pas, vous avez mis votre rôti au four, vous n'avez pas grand-chose à faire. Sortez votre téléphone. Normalement, il est déjà sorti, mais bon, vous sortez votre téléphone et puis vous faites une partie de Candy Crush Saga où vous êtes à l'arrêt de bus ou dans le métro. Vous avez 3-4 minutes à perdre et vous pouvez faire une partie. Alors pourquoi ces jeux? Parce que ce sont les jeux les plus souvent joués, mais c'est surtout pour vous montrer la diversité de l'offre à jouer. Hein. Vous avez quoi? Vous avez un jeu vidéo qui est un simulateur de foot, puisque les joueurs que vous avez dans FIFA ont des compétences qui sont censées se rapprocher le plus possible des joueurs réels. Vous avez un simulateur de vol qui est un simulateur de vol où vous pouvez apprendre à piloter. Avec Fortnite, vous êtes dans un univers qui est complètement imaginé, avec une partie transmédia, parce que vous pouvez prendre l'apparence de Thanos, par exemple, dans Fortnite, ce que je trouve excessivement cool, hein, où vous pouvez avoir des armes qui sont sympas. Vous avez une multitude de danses qui sont plus loufoques les unes que les autres. Vous pouvez être un excellent builder, construire des structures défensives où vous pouvez bien entendu affiner vos compétences au tir. Bref, c'est un FPS, un jeu de tir en première personne. Et puis avec Candy Crush Saga, vous avez tout l'univers des jeux qui sont des casual games. Ce sont des jeux auxquels on joue de façon tranquille, sauf quand on est une ménagère de 50 ans qui est hardcore gameuse. Mais on joue de façon plutôt tranquille. Vous avez Candy Crush Saga, mais vous avez d'autres jeux. Vous avez Hearthstone, par exemple, qui est aussi un espèce de casual games, même s'il peut être utilisé en compétition. Voilà. Donc il y a quelques exemples parmi tous les jeux que l'on peut avoir. Ce qui pose une question redoutable, mais c'est quoi un jeu vidéo? C'est une question redoutable parce que quand les sociologues et les psychologues ont commencé à s'intéresser aux jeux vidéo, c'est-à-dire depuis qu'il y a des jeux vidéo, la première difficulté qu'ils ont eue a été une difficulté de définition. Elle est double. D'abord parce que dans jeu vidéo, il y a jeu, et définir le jeu, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et vous avez des bibliographies entières sur la question du jeu. Qu'est-ce qu'un jeu? Comment est-ce qu'on différencie un jeu d'une activité qui n'est pas ludique? Et puis il y a la partie vidéo proprement dite. Hein. Donc je vous ai choisi une définition qui fait pas consensus, hein, parce qu'on est chez les psychologues et les sociologues. Donc avant qu'il y ait consensus, faut se lever de bonne heure. Mais c'est une définition qui est sympa. Donc qu'est-ce qu'il dit Jesper Juul? Il dit un jeu vidéo est un système interactif fondé sur la puissance de calcul d'un ordinateur. Ses résultats sont variables, quantifiables, valorisés de manière différentielle. Les efforts des joueurs influencent le résultat et les joueurs se sentent impliqués dans le processus. Il faut beaucoup de choses pour faire un jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est un système interactif, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton A, Mario il saute. Quand vous appuyez sur le bouton A, Mario il saute. Et quand vous appuyez sur le bouton A, il se passe quoi? Mario saute. Il se passe toujours la même chose. Ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. C'est-à-dire que vous avez des routines très simples que vous pouvez très rapidement intérioriser. Vous n'avez pas de surprise. C'est pas comme dans la vraie vie où tout est compliqué, quoi. Hein. Avec un jeu vidéo, vous êtes dans un système de règles et votre vie est quand même simplifiée. Système de règles, ça veut dire que dans telle situation, Mario va sauter. Si vous faites un appui prolongé ou un double appui, vous avez un autre système de saut. Et si vous intégrez l'ensemble des règles de jeu, eh bien vous pouvez vous déplacer plus facilement dans l'univers de jeu et vous avez plus de chances de gagner. Les actions produisent toujours des résultats qui sont prévisibles, sauf quand elles ne le sont pas. Alors ça, c'est le truc qui est sympa avec les jeux vidéo, c'est que appuyer sur le bouton A produit toujours la même chose, mais de temps en temps, vous avez des choses qui sont imprévues qui arrivent. C'est vraiment important parce que si les jeux vidéo n'étaient qu'un système de règles qui était prévisible, eh bien, ce serait très facile d'aller tuer le dragon de fin de jeu. Vous dirigez vers lui, vous appuyez sur le bouton A, vous tuez le dragon, fin du jeu, et puis vous passez au jeu suivant. Hein. Donc il faut qu'il y ait quand même un peu d'imprévisibilité et un peu d'incertitude, mais pas trop, parce que s'il y a trop d'imprévisibilité et d'incertitude, vous n'avez aucune chance de
d'améliorer vos performances et d'apprendre des choses. Il faut que le jeu vidéo soit un peu compliqué, pas trop. S'il est trop compliqué, ça devient anxiogène parce que vous n'arrivez pas à jouer. S'il est trop simple, ça devient juste ennuyeux. Donc il faut qu'il réclame du joueur un juste milieu et une certaine quantité d'attention et d'effort. Et bien entendu, il faut que le résultat soit investi par le joueur. Si on se casse la tête à aller tuer le dragon ou à sauver la princesse, c'est que c'est vraiment important pour nous. Pour un observateur extérieur, le fait de faire top 1 à Fortnite, par exemple, ça peut ne pas être important. Hein. Donc, on imagine dans une famille lambda, quand c'est le moment de manger, eh bien, d'une façon générale, les parents ont tendance à penser, avec raison de mon point de vue, qu'il est plus important de commencer le repas tous ensemble à la même heure que de faire top 1 dans le jeu vidéo. Par contre, quand on est dans les chaussures de l'adolescent, de l'adolescente, faire top 1, c'est vraiment très très important. Hein. Ça peut être plus important que le repas. Il faut aussi ajouter que vous avez des jeux qui ont des systèmes punitifs lorsque vous quittez la partie. Si par exemple vous jouez à League of Legends et que vous quittez la partie trop tôt, eh bien les autres joueurs peuvent faire un rapport. Et si vous avez trop de rapports sur le dos, c'est comme au collège, hein, ça finit mal. C'est-à-dire que l'application, le jeu va vous bannir pendant 1 heure. C'est extrêmement vexant. J'ai été AFK sans faire exprès une fois, AFK, away from keyboard. J'étais loin de mon clavier. J'ai quitté une partie de League of Legends pour des raisons X, Y ou Z. Et quand je suis revenu, le jeu m'a dit, attention Rastophir, hein, t'as été AFK, les gars n'ont pas été contents, ils ont fait des rapports. La prochaine fois, c'est le ban pendant 1 heure. Hein. Et là, franchement, je me suis retrouvé dans la classe de Madame Pavoshko en 6e direct et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Alors, si c'est compliqué pour un docteur en psychologie aussi compétent que moi et puis quelqu'un d'aussi équilibré que moi, vous imaginez pour un adolescent comment ça peut être. Parce que le ban d'un adolescent, généralement, ça va pas être 1 heure, ça va être plusieurs jours. Si vous perdez plusieurs jours de jeu, vos copains, eux, ils ne vont pas vous attendre. Ils continuent à jouer, donc ils vont progresser dans le jeu. Et quand vous vous reconnectez, vous êtes un peu en arrière. Donc si les copains sont vraiment sympas, ils vous reprennent dans le groupe et puis ils vont vous carry pendant quelques parties. S'ils ont d'autres choses à faire, comme tous les copains adolescents, eh bien vous êtes dans le jus et ça va pas donner de bonnes choses. Bref, pour en revenir à notre définition, pour qu'il y ait un jeu vidéo dans notre salade niçoise, on va mettre de l'interactivité, des règles, des résultats qui sont prévisibles, des résultats qui sont un peu pas prévisibles. Il faut que ce soit un peu compliqué, mais pas trop. Et il faut que ce soit intéressant pour le joueur. Alors, l'interactivité, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet de modifier les contenus en fonction des actions du joueur. Quand vous prenez le Seigneur des Anneaux, par exemple, vous le lisez normalement de l'introduction, qui est vraiment très pénible, à la fin du 3e livre, qui est vraiment excellente, et vous procédez toujours de cette manière-là. Il est extrêmement déconseillé de lire les chapitres du Seigneur des Anneaux dans n'importe quel ordre. On pourrait s'amuser à le faire, hein, faire une lecture hypertextuelle comme expérience, mais ça va pas donner de bons résultats. Dans un jeu vidéo, la version en ligne, le Seigneur des Anneaux en ligne, eh bien, le contenu change petit à petit en fonction de ce que vous faites. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous allez, par exemple, arriver à un certain niveau, vous allez avoir de nouvelles zones débloquées, vous allez pouvoir faire de nouveaux donjons. Hein, mais tant que vous n'avez pas fait ces actions-là, eh bien, vous n'avez pas ce nouveau contenu. Hein. Alors, c'est un peu différent. Donc, les jeux vidéo, par cette interactivité, sont différents des autres médias. Le média le moins interactif, c'est probablement le livre. Encore que, si vous tournez pas les pages du livre, il y a un peu d'interactivité quand même. Hein. Si vous tournez pas les pages du livre, il se passe rien. Avec le cinéma ou avec les DVD, vous avez un niveau d'interactivité supérieur avec le DVD plus qu'avec le cinéma. Puisqu'avec le DVD, vous pouvez faire pause, vous pouvez faire avance rapide, vous pouvez reculer, hein, ce que l'on ne peut pas faire avec un cinéma. Mais de toute façon, vous êtes emporté par la logique du flux du média. Avec le jeu vidéo, on est vraiment dans un monde de l'hypertextualité. Ce sont des petits fragments de récits que vous allez activer et attacher les uns derrière les autres en fonction de vos actions. Et vous avez même des jeux vidéo qui ont des
qui ont des histoires différentes en fonction de ce que vous faites. Par exemple, c'est dans Fable, je crois, si vous vous comportez de façon très très mauvaise, eh bien les villageois que vous rencontrez vont avoir tendance à vous éviter. Les commerçants auront tendance à vous vendre leurs produits un peu plus chers. Alors que si vous êtes extrêmement sympa, si vous êtes un héros à la Tintin, positif, etc., eh bien les gens vont venir vers vous, on va vous faire des prix, etc., etc. Donc un jeu vidéo est un système interactif de règles. Par exemple, dans les MMORPG comme Le Seigneur des Anneaux, vous avez des règles qui sont explicites et puis des règles qui sont implicites. Les règles explicites, c'est que un groupe qui rentre dans une instance est composé d'un healer qui va soigner tout le monde, d'un tank qui va attirer sur lui l'agressivité des monstres, et puis de 2, 3 ou 4, ça dépend des jeux, DPS qui vont faire des dégâts sur les monstres qui sont dans le donjon. Il y a des règles qui sont pas explicites, qui sont pas toujours suivies. Par exemple, on considère que un bon tank, un nain, c'est quelqu'un qui peut faire un très bon tank, parce que dans l'imaginaire des gamers, l'imaginaire des rôlistes, un nain, c'est quelqu'un qui est très solide. Vous voyez Gimli, vous mettez Gimli puissance 10 et vous avez un nain tank. Et d'une façon générale aussi, les healers sont plutôt des femmes. On considère que un bon healer est une healeuse, c'est généralement une humaine. Alors elle fait des gestes extrêmement gracieux et puis elle distribue des points de vie à tout le monde. En dehors des MMORPG, une règle qui est implicite dans la plupart des FPS, c'est que on n'a pas le droit de camper. Vous n'avez pas, vous pouvez le faire, hein, techniquement, vous pouvez le faire, mais c'est très mal vu de prendre un fusil avec un dispositif de visée, se planquer dans un coin et faire des headshots sur ses petits camarades. Alors que c'est quand même le travail de base du sniper. Un sniper, c'est quelqu'un qui est caché quelque part et qui fait des dégâts dans l'armée ennemie. Alors je pense que c'est cette règle implicite, je crois qu'elle vient de l'imaginaire des gamers. Parce qu'un gamer, normalement, c'est quelqu'un de très actif. C'est quelqu'un qui bouge dans l'espace de jeu. C'est quelqu'un qui est vivant. Et puis, c'est un vrai mec. Hein. Ça reste pas couché. Hein. Le fait d'être couché, passif, tout ça, c'est associé à la féminité. Et pour le gamer de base, la féminité, c'est bien quand c'est une healeuse qui est gracieuse et qui est à moitié déshabillée dans un donjon. Par contre, comme quelque chose que l'on peut incarner à l'intérieur du jeu, c'est quelque chose d'extrêmement mal vu. Et vous avez tout un tas de systèmes punitifs pour humilier les personnes qui campent, hein, par exemple, quand on repère un campeur dans un FPS, bah c'est pas mal de lui tourner autour parce qu'il a l'œil collé au dispositif de visée, donc il voit pas ce qui se passe autour de lui tourner autour, sortir un peu toutes ses armes, et puis finalement le tuer au couteau, ce qui est l'humiliation la plus ultime que l'on puisse avoir. Ah, alors, ça c'est une photo que j'ai prise. C'est un photographe qui s'appelle Toledano, qui a photographié des gamers. Hein, il a construit un dispositif photographique. Et là, vous avez un jeune homme qui joue à un jeu vidéo. Hein, et visiblement, il est pris d'émotion. Alors, je vous invite vraiment à chercher le travail de ce Toledano pour introduire la question des émotions dans les jeux vidéo. Alors, je vous disais en introduction, on joue vidéo pour vivre des émotions, vraiment, et c'est vraiment quelque chose de très sympathique, parce que dans l'espace du jeu, vous pouvez vous laisser aller à vivre des émotions que vous ne vivez pas, que vous vivez à difficulté dans d'autres situations. Comment on fait pour apporter des émotions dans les jeux vidéo? Les émotions, elles sont apportées par différents composants. Vous avez l'intrigue, les personnages, les dialogues qui suscitent des émotions chez les joueurs de jeux vidéo. Les histoires auxquelles on joue avec les jeux vidéo sont toujours des histoires qui sont très très prenantes.
Par exemple, l'histoire reprend la trame classique que l'on a avec les histoires, les récits populaires. Hein, vous êtes tranquillement chez vous, en train de vivre votre meilleure vie, tout va bien, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui débarque. Il a un chapeau pointu, il est un peu bizarre, il s'appelle Gandalf, et puis il vous appelle à l'aventure. Hein, il vous dit ah là là, mais là-bas, il va se passer des choses extraordinaires. Viens, suis-moi. Vous pouvez accepter ou refuser l'appel à l'aventure. Généralement, le gamer, il attend que ça, hein, donc il appuie sur le bouton A pour accepter l'aventure. Et vous avez toute une phase de jeu pendant laquelle vous allez rencontrer des difficultés de plus en plus importantes, mais ces difficultés, en fait, vous amènent à développer des compétences de votre personnage. Ensuite, vous avez un moment qui est un peu plus compliqué. Les différentes compétences que vous avez apprises au cours des premières phases de jeu, eh bien, vous allez devoir les associer, les articuler les unes avec les autres pour pouvoir battre un premier boss de fin de niveau. Et une fois que vous avez battu ce premier boss de fin de niveau, vous passez par une autre phase d'apprentissage jusqu'au second boss, etc. Et puis après, vous avez le boss le boss de fin. L'apparence des personnages suscite aussi des émotions. Vous avez des personnages qui sont trop stylés, par exemple Thanos. Quand vous jouez à Fortnite, si vous n'avez pas le skin de Thanos, franchement, vous avez perdu votre vie, quoi. Hein, c'est vraiment ou Dark Vador. Par leur simple design, les personnages suscitent des émotions et racontent des histoires. Vous avez des personnages qui ont aussi une psychologie, qui ont un background. Par exemple, quand vous jouez à GTA, vous avez un personnage qui est très prisé par les adolescents, qui est complètement barjot, qui a des périodes d'addiction, il voit des aliens partout, donc il sort sa Kalachnikov, il tire sur tout ce qui bouge. Et ce personnage, au fil et à mesure que l'on avance dans l'aventure, eh bien, on découvre son background. Hein. Et bien entendu, ce que l'on découvre, c'est toujours une histoire qui est extrêmement compliquée. Il n'a pas toujours été cette espèce de tête brûlée qu'il est aujourd'hui. Il était pilote dans l'armée de l'air canadienne, et puis il s'est fait virer parce qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Et à partir de ce moment-là, sa vie bascule complètement. Donc, on a souvent ça dans les jeux vidéo. On a surtout dans les jeux vidéo qu'une partie jeu de rôle, on a des personnages qui ont toujours une histoire, une psychologie et des motivations qui sont de plus en plus complexes. Même un personnage aussi plat et aussi insipide que Mario, petit à petit, année après année, il a commencé à prendre de l'épaisseur et on lui découvre une profondeur qu'on ne pouvait pas imaginer avec les premiers Mario. Vous avez aussi des dialogues qui vont évoquer des émotions. Ce sont des dialogues qui sont parfois appris par cœur par les joueurs, qui ressortent dans des moments importants ou significatifs de leur vie. De la même manière que vous avez des personnes qui vous citent Kaamelott à tort et à travers, vous avez des gamers qui vous citent des parties, des dialogues de leur jeu vidéo préféré. Les mécaniques de jeu et les interactions sont aussi source d'émotions. Les mécaniques de jeu vidéo permettent d'atteindre, d'explorer des émotions qui sont difficilement accessibles par d'autres moyens. Quand vous lisez Seigneur des Anneaux ou n'importe quel livre de la littérature, c'est difficile d'éprouver des émotions comme la culpabilité ou la honte. Quand vous jouez à Zelda Breath of the Wild et que le cheval que vous avez dompté avec tellement de difficultés meurt par votre faute parce que vous l'avez laissé, vous n'êtes pas intervenu assez vite et il s'est fait dévorer par des loups, vous êtes pris par la culpabilité et la honte et ça vous sert de leçon pour les chevaux suivants. Hein. Alors, avec les jeux vidéo, comme vous êtes amené à faire des choses et à interagir, quand vous ne faites pas les bonnes choses au bon moment, eh bien vous éprouvez de la culpabilité ou de la honte. Des fois, ce sont d'autres joueurs qui vous font éprouver de la culpabilité et de la honte. Par exemple, je me souviens, il y a quelques mois, je jouais à World of Warcraft. Je joue qu'à ça, en fait. Hein. Et j'avais un niveau de jeu qui était tellement faible que le raid leader m'a exclu du raid. C'est la honte la plus ultime. Je pense pas qu'il puisse y avoir plus honteux que ça. Hein. Être tellement nul que même le raid leader vous dit dans votre cast, Rastophir, ton DPS est en dessous de celui du tank. Tu sors du raid, quoi.
parce que à cause de toi, ça fait 3 fois qu'on wipe sur ce boss. Tu es tellement nul que tu amènes le groupe vers le fond. Ça a vraiment été un moment compliqué parce que dans mon imaginaire, comme tout gamer, je faisais bien les choses, quoi. J'étais bien, j'étais avec mon chasseur, je tirais des flèches, et le raid leader me ramène à la dure réalité, en fait. Quand on regarde les stats, effectivement, je faisais rien du tout, quoi. Donc, honte. Ça peut être un moteur intéressant parce que la honte a été tellement cuisante que les jours et les semaines suivantes, j'ai travaillé durement pour améliorer mon niveau de jeu. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, et j'ai lu quelques tutoriaux. Et après, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et je suis reparti jouer. Et alors, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, je suis parmi le top 100 des chasseurs de World of Warcraft. Ce n'est pas tout à fait exact, mais peut-être que l'année prochaine, si je reviens vous parler, j'y arriverai enfin. Bon. Dernière composant qui peut amener des émotions, c'est l'esthétique générale du jeu. Vous avez des jeux quand vous les lancez, franchement, vous en prenez plein les mirettes, quoi. Vous jouez à Zelda Breath of the Wild, si dès les premières minutes de jeu, vous n'avez pas un sentiment esthétique vraiment fort, il faut voir un collègue. Il y a un problème, hein. Et c'est pas le jeu le problème, c'est votre incapacité à raisonner avec vraiment la beauté. Vous avez les musiques du jeu qui peuvent être exceptionnelles. La séquence d'introduction, la musique d'introduction de Battlefield 1942, pure merveille. La cinématique elle-même, pure merveille, hein. Mais la musique en soi est une pure merveille. Dans World of Warcraft, vous avez des musiques qui sont associées à différentes zones, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de zones dans ce jeu, et vous avez des musiques qui sont vraiment tout à fait formidables. Vous avez des bruitages aussi qui peuvent susciter des émotions. Lorsque vous jouez à un jeu de zombies, il y a certains bruits que vous n'aimez pas entendre parce que ça signale des problèmes à très court terme pour vous. Vous avez aussi des genres de jeux vidéo. Vous avez des personnes qui disent ah non mais moi les casual games je supporte pas. Je peux pas y jouer parce que c'est trop tranquille. Le sous-texte, c'est que le jeu n'est pas suffisamment excitant pour moi et donc ça ne m'intéresse pas, hein. Vous avez d'autres personnes qui vont déclarer que tous les FPS, ce sont des jeux qui sont trop violents et donc ça suscite immédiatement des positions défensives par rapport aux émotions que ça peut susciter. Bref, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on joue pour ça en fait, hein. On joue pour vivre des émotions, que ce soit par procuration, que quand on joue par exemple à World of Warcraft, on est confronté à un personnage qui s'appelle Thrall, qui était, mon Dieu, le temps passe. Bref, Thrall au début était le chef de la Horde, et l'histoire de Thrall, c'est l'histoire de Moïse. C'est un enfant un orc qui a été abandonné par sa mère parce que elle et son enfant étaient en danger, recueilli par une humaine, élevé par des humains comme une bête pour devenir gladiateur, et avec l'aide d'une autre jeune fille, il apprend à lire la langue orque et il se réapproprie les arts anciens orques et l'arc du chamanisme, et il devient comme ça petit à petit un guerrier émérite, et surtout il arrive à s'échapper et il conduit son peuple en dehors de l'esclavage et il fonde une nouvelle ville dans un nouveau pays. Ça, si c'est pas Moïse, je sais pas ce que c'est, hein. Et quand vous jouez et que vous rencontrez Thrall pour la première fois, franchement, vous faites /kneel dans le jeu pour vous agenouiller et pour saluer ce qui est quand même une imago paternelle extrêmement positive. Alors, on peut partir des jeux vidéo, partir des personnes. Pourquoi est-ce qu'on joue en fait? Ça dépend des personnes, ça dépend des moments de leur vie, mais vous pouvez jouer d'abord parce que vous êtes curieux, hein. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez toujours de nouvelles choses à découvrir. Quand vous jouez à Candy Crush Saga, ce qui est intéressant, c'est de finir le plateau de jeu qui est en face de vous, mais c'est aussi de découvrir ce qu'il y a après, hein.
quand vous jouez à World of Warcraft, ce qui est vraiment sympa, c'est la nouvelle extension. Hein. Nouvelle extension, nouvelle histoire, nouveaux personnages, nouveaux territoires, nouveaux pouvoirs, nouvelles mécaniques. Trop de nouveautés, vous êtes complètement saturé. Hein. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est la virtuosité, le fait de pouvoir maîtriser à la perfection le doigté qui vous permet de faire évoluer votre personnage, que ce soit dans un jeu de baston, dans un FPS pour pouvoir bien placer la réticule de visée, puis tirer au bon moment des personnages, maîtriser le cycle d'un personnage dans World of Warcraft, parce que lorsque vous lancez les pouvoirs dans un certain ordre, ils interagissent les uns avec les autres et donc vous faites plus de dégâts. Le fait de pouvoir maîtriser parfaitement le terrain de jeu et maîtriser parfaitement l'adversaire. Il y a un jeu, une série qui s'appelle qui s'appelle Total War. Et alors je dis Shogun Total War parce que moi j'ai joué à celui-là. Et vous aviez une séquence de jeu où vous placiez des armées sur le le champ de bataille, et ensuite vous combattiez en temps réel avec d'autres adversaires, puis avec vos alliés. Donc vous pouviez refaire la bataille d'Azincourt, refaire les grandes batailles du Japon médiéval, etc., etc. Et lorsque vous maîtrisiez totalement le champ de bataille, c'était vraiment un plaisir tout à fait important. Et bien entendu, gagner, un peu le nerf de la guerre, c'est quand même le truc, une des choses les plus fun et génératrices d'émotions positives. Ce qui peut amener du plaisir, c'est aussi le développement. Développer son personnage, ça va aussi avec l'acquisition de nouvelles habilités. Toutes les phases de leveling dans les MMORPG, c'est-à-dire que vous commencez avec un personnage de niveau 1, et puis petit à petit, heure de jeu par heure de jeu, vous arrivez au niveau 10, 15, 20, 30, 60, etc. Ça peut correspondre aussi au plaisir de collectionner des cartes, hein, dans les jeux Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Je pense que c'est pas le masque qui gêne. Ah, mais avec si tout marche mieux. Ça, c'est l'effet. Non, mais c'est moi, hein, je pense. Hein. Je vais prendre les deux comme ça. Ça fait double rappeur. Donc le développement, les phases de leveling, les collections de cartes, dans World of Warcraft, vous avez des personnes qui veulent collectionner toutes les montures de jeu. Ils veulent tous les avoir. Donc ils y passent vraiment un temps. D'autres veulent avoir toutes les mascottes. Jouent à la poupée en changeant l'apparence de leur personnage, donc il faut qu'ils aient du matériel différent, etc., etc. Et puis vous avez aussi les plaisirs de la vie sociale. Vous avez les déplaisirs quand le raid leader dit à un joueur qui est pourtant extrêmement talentueux, Rastofir, tu fais pas assez de dégâts, sors du raid. Eh bien, vous avez quand même des aspects positifs. Les guildes et les communautés ouvrent au plaisir de la vie sociale. Lorsque vous arrivez, vous vous connectez dans le jeu et que tout le monde vous salut Rastofir, c'est quand même sympa. C'est un peu comme il y a une sociologue qui a rapproché ça des lieux de socialisation qui se trouvent entre la maison et le travail. Alors aux États-Unis, le lieu de socialisation qui se trouve entre la maison et le travail, c'est le barbershop par exemple. Vous savez, on les voit dans tous ces vieux noirs qui arrivent, qui passent, ils vont se faire couper les cheveux, ça leur prend 3 jours, quoi. Hein, donc ils ont 3 cheveux à couper, mais c'est pas ça. En fait, ils discutent avec leurs potes. Hein, ils se vannent, ils passent beaucoup de temps, etc. En France, avec le bistrot comme lieu de socialisation, vous avez tout un tas de philosophes, de sélectionneurs de l'équipe nationale de football qui donnent des avis émérites sur tout et n'importe quoi. Tout le monde sait que c'est tout et n'importe quoi, mais c'est pas l'important. L'important, c'est d'avoir du lien social avec les autres. Donc ces tiers-lieux qui existent dans l'espace physique existent aussi dans les espaces en ligne, et ils sont constitués par les guildes, communautés que l'on peut trouver dans les jeux vidéo. Alors pourquoi les émotions c'est important? Les émotions c'est important dans les jeux vidéo parce que ça nous sert à réguler nos émotions. Oui, j'ai mis la définition parce que j'aime bien les définitions. Donc, les jeux vidéo sont des régulateurs émotionnels, c'est-à-dire des expériences par lesquelles
des personnes vont arriver à modifier ces réactions émotionnelles. Quand vous êtes un peu déprimé, vous jouez à un jeu pour augmenter votre niveau d'excitation. Lorsque vous êtes en mode super vénère parce que vous avez pris encore un 4 en mathématiques en seconde, eh bien vous allez jouer à la légende pour vous détendre et pour pouvoir passer à autre chose. Alors comment ça marche? Ça marche principalement par le fait que dans un jeu vidéo, vous êtes au centre de tout, vous contrôlez les choses. Le jeu en mathématiques, vous ne l'avez pas contrôlé. Alors bien entendu, il va y avoir quelqu'un qui va vous dire mais si tu l'as un peu contrôlé, si tu avais un peu bossé, tu aurais pas eu 2, tu aurais peut-être eu 4,5 ou qui sait 12. Hein. Mais quand on reçoit la note, on a quand même le sentiment qu'on a sa vie qui part complètement. Alors que dans un jeu vidéo, vous contrôlez les choses de façon beaucoup plus précise. Même si vous êtes un chasseur nul, avec un peu de travail, vous allez arriver à améliorer votre situation. Et vous voyez très rapidement les résultats. Hein. Alors qu'avec un peu de travail, vous verrez pas de résultats en mathématiques. Il vous faudra beaucoup de travail pour voir un peu de résultats. Hein. Donc, dans un jeu, et puis dans les jeux vidéo en particulier, on est vraiment dans l'inverse de la vie, c'est que vous pouvez voir très rapidement les résultats de ce que vous êtes faire. Donc, vous avez le contrôle que le joueur exerce. Vous avez le fait que vous êtes exposé à des situations qui sont chargées émotionnellement. Vous avez les mécaniques de jeu, la narration. Enfin, tout ça, ça contribue à la régulation émotionnelle. Ce qu'on a constaté, c'est que les joueurs réguliers arrivent mieux à contrôler leurs émotions que les joueurs irréguliers. Ça a vraiment été une surprise parce que d'une façon générale, on associe jeux vidéo et jeux vidéo réguliers à des choses négatives. Et là, on voit bien que ça ne marche pas comme ça. Plus les personnes ont des temps de jeu importants, mieux elles arrivent à réguler leurs émotions. Alors, est-ce que c'est le jeu vidéo qui développe ces compétences spécifiques ou est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà équilibrées psychologiquement, qui ont tendance à jouer davantage? Ça, il faudra d'autres recherches pour le déterminer. Alors pour les adolescents, c'est vraiment important parce qu'une des caractéristiques des adolescents, c'est leur incapacité totale à réguler leurs émotions. Quand vous êtes enfant, les émotions sont quand même relativement bien régulées pour deux raisons. D'abord parce qu'elles n'atteignent pas des intensités qui sont extraordinaires. Et ensuite, elles sont bien contenues par les parents. Les parents arrivent bien à contenir les émotions de leurs enfants parce qu'ils sont plutôt jeunes, ils sont frais, ils sont disponibles, etc. Quand les enfants deviennent adolescents, les parents, ils ont pris un coup de vieux. Et donc, ils ont des compétences à contenir les émotions de leurs enfants qui sont beaucoup moins grandes. Et ils ont une plus grande intolérance aux expressions émotionnelles des adolescents. Peut-être aussi parce qu'ils sentent qu'eux-mêmes sont en train de vieillir et que la capacité à avoir des pics émotionnels aussi intenses, ça fait quand même un peu partie de leur passé. Hein. Et donc, on le fait payer gravement aux adolescents. À chaque fois, adolescents sont un peu trop enthousiastes, on les calme un peu, et quand ils sont un peu mous, on leur reproche, on dit franchement, t'es quelque chose de ta vie. Bon, donc les adolescents, ils ont vraiment besoin d'un coup de main pour aider à réguler leurs émotions, et les adolescents d'aujourd'hui ont à leur disposition les jeux vidéo pour le faire. Alors ils ont les jeux vidéo à leur disposition tout simplement parce que la culture pousse au devant des personnes les objets dont ils ont besoin pour se développer. Hein, c'est pas plus malin que les autres. Donc avec les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo violents, les adolescents peuvent exprimer, contenir et transformer toute une série d'émotions. Et on a pu parler des jeux vidéo comme des laboratoires privés dans lesquels les joueurs vont pouvoir expérimenter des émotions et puis des identités différentes. Par exemple, identité différente, ça veut dire que jouer un personnage féminin. Hein, pourquoi ce que les joueurs disent, c'est derrière un personnage, troisième changement, puissant est mon pouvoir de disruption de micro. Donc quand on demande aux joueurs, mais en fait, Kevin, pourquoi tu joues un personnage féminin? Alors Kevin, il dit, oui, mais c'est parce que quitte à être derrière quitte à avoir un personnage de dos, autant que ce soit un personnage féminin. Hein, bon. Oui, il y a un peu de ça. Hein.
mais il y a aussi un peu l'idée de, si je me mets dans la peau d'une fille, je pourrais mieux comprendre ce qui, dans une fille, attire les garçons. Et donc, de façon un peu détournée, tortueuse, c'est que les adolescents travaillent massivement en jouant avec des personnages féminins, c'est leur propre position homosexuelle. Qu'est-ce qui excite chez les garçons quand je suis une fille? Les filles, généralement, elles peuvent jouer des personnages masculins, mais c'est très rare en fait. Ceux qui traversent la frontière, ce sont majoritairement des hommes. Peut-être que l'identité sexuelle des hommes est moins bien formée que celle des filles. Faudrait voir. Alors pourquoi les émotions sont importantes? Les émotions sont importantes parce que en fait, avec les histoires qui sont dans les jeux vidéo, on trouve des solutions, des éléments pour comprendre comment est-ce qu'on peut transformer une expérience qui est difficile ou qui est traumatique. Quand on regarde les différents types d'histoires qui sont proposées dans les jeux vidéo, eh bien, elles correspondent aux différentes histoires que l'on se raconte dans nos familles. Par exemple, les grandes histoires sont racontées, les histoires mythiques qui sont racontées dans nos familles, ça va être quoi? Ça va être vaincre un monstre, ça va être quitter sa zone de confort, le jour où j'ai décidé de faire du stop pour traverser la France de A à Z. Alors ça peut être de très très grandes histoires ou des histoires plus modestes, mais ce sont des histoires qu'on se raconte dans les familles de façon répétée. Dès qu'il y a une réunion de famille, il y a toujours quelqu'un qui raconte le mythe. Un autre histoire, ça va être vivre des succès et des échecs. Et enfin, dernier type d'histoire, c'est comment, après des difficultés extrêmement importantes, j'ai réussi à me faire une nouvelle vie. Moi, dans une des premières histoires dont je me rappelle dans ma famille, c'est une histoire qui était racontée par un oncle qui racontait, c'est peut-être pour ça que j'aime bien les FPS et les jeux de guerre, mais qui racontait comment est-ce qu'il avait passé la Seconde Guerre mondiale. C'était un oncle qui était sénégalais, et on lui disait, mais Zatorsa, raconte-nous comment est-ce que tu as survécu à la guerre chez... Bon. Alors, il le racontait en Wolof, ce qui est beaucoup plus rigolo, mais je vais pas vous le faire en Wolof. Et ce qu'il disait, c'est que, donc, il avait fait sa guerre, il y avait eu moult péripéties, etc. Et il y avait un moment qui était vraiment fort. À un moment donné, il est arrêté, il est dans un camp, et il croit que sa vie est vraiment terminée. Et un jour, un officier allemand vient le voir et il dit, mais tu t'appelles Zatorsar? Il dit, oui, je m'appelle Zatorsar. Est-ce que tu sais faire du mafé? Base de pâte d'arachide, excellent d'ailleurs, que je vous conseille. Et Zatorsar dit oui, je sais faire du mafé. Et l'officier allemand lui dit, écoute, tu vas faire du mafé clair parce qu'il en a jamais mangé. C'est comme ça que Zatorsar a sauvé sa peau et qu'il a pu revenir de camp de la mort. Alors raconter comme ça en français, franchement, ça ne vaut rien. Raconter en Wolof dans la famille concernée, c'était complètement hilarant, et ça illustre le thème qui est le premier thème. Comment est-ce que tout est inventé, bien évidemment. Il est même pas sûr qu'il ait été prisonnier de guerre, mais ce que cet oncle racontait, c'est que face à un monstre, face à la monstruosité, avec de l'humour, on peut s'en sortir. Et ça, c'est une leçon qui peut être tout à fait retenue. En tout cas, c'est celle que j'ai retenue, moi, du haut de mes 10 ans. Donc, pour résumer, les émotions et les jeux vidéo, on joue aux jeux vidéo parce que les jeux vidéo nous permettent de rencontrer des émotions, de réguler nos émotions et d'atteindre des émotions qu'on a tendance à mettre de côté parce que si elles s'exprimaient trop directement, elles susciteraient une anxiété incontrôlable chez nous. Alors, deuxième partie, le superbe logo de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, pourquoi l'Organisation mondiale de la santé? Parce qu'en 2018, breaking news, on découvre que l'OMS a décidé de créer un gaming disorder. En fait, ils ont un gaming disorder qui est défini par un comportement de jeu persistant ou récurrent. Alors, je vous mets la définition texto. Jeu numérique ou jeu vidéo qui peut être en ligne, entre parenthèses, sur Internet ou hors ligne, se manifestant par une altération du contrôle sur le jeu, par exemple le début, la fréquence, l'intensité, la fin et le contexte du jeu peuvent être altérés.
par le fait de donner une importance accrue aux jeux vidéo, au point que le jeu vidéo prime sur les autres intérêts de la vie et les activités quotidiennes de la personne. Et puis la poursuite ou l'escalade du jeu vidéo, malgré l'occurrence de conséquences négatives. Alors ça a été vraiment une surprise parce que quelques années auparavant, les éditeurs du DSM, le Diagnostic Standard Manual, qui est utilisé avec la CIM, qui est édité par l'OMS. Donc, les éditeurs du DSM avaient mis de côté la question de l'addiction aux jeux vidéo. Ils ont créé un trouble qui s'appelle Internet Gaming Disorder, le trouble du jeu vidéo en ligne, qu'ils ont classé dans les annexes. C'est-à-dire que c'est un trouble qui n'est pas reconnu officiellement et qui ne peut pas faire l'objet d'une cotation par les psychiatres ou par les psychologues. Et il est classé dans les annexes parce que la littérature n'est pas suffisamment précise. On peut pas conclure. Donc, en créant ce trouble, les éditeurs du DMS avaient pour ambition de diriger la recherche dans la bonne voie. Hein. Voilà, ça fait 15 ans qu'on parle d'addiction aux jeux vidéo, ça fait 15 ans qu'on a des dizaines de définitions différentes. On vous donne une définition, et maintenant, allez dans le vaste monde et voyez si cela existe. 2018, changement de ton, puisque l'OMS dit, nous en fait on a vu quoi. On crée le trouble. Alors ça a été une surprise parce que l'annonce est venue après que des psychologues gamers aient trouvé sur le wiki de l'OMS. Chez les gamers, vous avez toujours une partie qui est un peu geek, voire un peu nerd, des gens qui vont sur le wiki de l'OMS. Franchement, il faut rien avoir d'autre à faire de sa vie. Donc, ils tombent sur ce nouveau trouble et ils s'étonnent de ça. La première réaction de la communauté a été d'écrire une lettre ouverte à l'OMS en demandant à l'OMS de ne pas créer le trouble, parce qu'à l'époque c'était un projet, c'était un brouillon, et il y a une lettre ouverte de chercheurs et de psychothérapeutes qui fait 5-6 pages, dans lesquelles ils mettent un ensemble de questions auxquelles il faudrait pouvoir répondre avant de créer le trouble. Ils avertissent l'OMS, ils disent à l'OMS, si vous créez ce trouble, vous allez nous créer un nouveau problème, et franchement, on n'en a pas besoin. Alors, c'est vraiment une très très longue histoire, mais on peut la résumer de cette manière suivante. Ça fait plus de 20 ans qu'on parle d'addiction aux jeux vidéo, et pourtant, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose de précis. Alors, on prend en compte le fait que psychologues et sociologues, avant de se mettre d'accord, il nous faut quand même un certain temps. Mais depuis plus de 20 ans quand même, je crois qu'on aurait pu y arriver, même si on est généralement de mauvaise foi. Ça commence comment, l'addiction aux jeux vidéo? Ça commence comme une blague sur l'île de Manhattan avec un psychiatre qui s'appelle Goldberg, Ivan Goldberg, qui crée un Internet Disorder. Et pour créer cet Internet Disorder, il prend les critères du trouble de l'addiction aux jeux d'argent et de hasard, et il modifie il change jeu d'argent et de hasard par Internet. Il ajoute quelques critères un peu lol, comme le fait d'avoir des mouvements des doigts comme si on écrivait sur un clavier de façon incoercible. Il poste ça sur son forum, et là c'est lol total. Alors c'est du lol de psychiatre, c'est de l'humour de psy. Les gens se disent, oh là là, Ivan, franchement, c'est trop de la balle ton truc. Mais il y en a quelques-uns qui reviennent en disant, mais on rigole, mais quand même, je connais quelqu'un. Ça sort du forum. On est dans les années 90, même peut-être un peu avant. Donc pour que quelque chose sorte de l'internet, franchement, il fallait pousser beaucoup. Donc ça sort du forum. Il y a quelques articles de presse qui sortent et qui disent, ouh là là, il y a un nouveau trouble qui s'appelle l'addiction à l'internet. Goldberg part au créneau, il rappelle les journalistes et il fait plusieurs interviews dans lesquelles il dit, écoutez les gars, c'est du lol, il faut quand même garder un peu de distance. Il y a 2 autres psychologues qui prennent pas ça pour du lol. Alors je sais pas s'ils étaient au courant de la blague de Goldberg, mais en tout cas, dans les années 90, vous avez une psychologue américaine qui s'appelle Kimberly Young, qui utilise très exactement la même méthode que Goldberg. Elle copie les critères du trouble de l'addiction, et
elle modifie quelques mots pour que ça qu'elle remplace par Internet. Mais le texte qu'elle donne, c'est pas simplement une blague. Elle fait un petit sondage et puis à l'issue de ce texte, elle dit voilà, on a probablement un nouveau trouble qui est en train de se créer avec Internet. Il faut faire attention. J'attire votre attention sur ce phénomène-là. De l'autre côté de l'Atlantique, vous avez un psychologue qui s'appelle Griffiths, qui court derrière les addictions technologiques depuis pas mal de temps. Il avait écrit un premier papier sur l'addiction au flipper en disant bon, moi je connais un gars, Kevin. Ça tombe toujours sur Kevin. Il n'y a pas de Kevin ici? Si? Bon. Mamadou. Je connais Mamadou. Il est toujours en train de jouer au flipper. Toujours jouer au flipper. Donc, ça ressemble quand même un peu à des addictions. Le texte ne marche pas très très bien. Il écrit un autre texte. Alors, il prend un autre Mamadou. Et là, c'est pas le problème, c'est pas le flipper, c'est les machines, les bornes d'arcade, les Pac-Man, Space Invaders, etc. Et Griffiths dit bon. C'est pas de l'addiction, hein, mais ça commence comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez 10 ans, vous avez du plaisir avec des machines qui font des lumières et des bruits. Quand vous en avez 25, c'est au casino que ça va se gérer et vous allez développer une addiction aux machines à sous. Depuis 20 ans, il a écrit une quantité de textes sur l'addiction aux jeux vidéo. Il fait partie des grands promoteurs de l'addiction aux jeux vidéo. Il est à plus de 10 000 articles publiés. Je ne sais pas si vous voyez l'effort nécessaire pour publier autant d'articles. Donc, il y a pendant toutes les années 1990, l'idée d'une addiction aux jeux vidéo se développe. Et derrière Griffiths et Kimberley Young, vous avez tout un ensemble d'auteurs qui explore cette question. Alors chacun y va de sa définition, c'est un peu compliqué parce que les jeux vidéo sont différents. Des fois, on ne sait même pas de quel jeu vidéo on parle, hein, mais on arrive quand même à la fin du papier à l'idée que les jeux vidéo c'est compliqué et qu'il faut faire attention, c'est assez dangereux. Dans les années 2000, on a un premier coup d'arrêt sur la question de l'addiction aux jeux vidéo, puisque vous avez le directeur d'un centre pour toxicomanes hollandais qui avait ouvert une consultation pour les addicts aux jeux vidéo et qui, 18 mois plus tard, la ferme, hein, en disant aux journalistes, écoutez, ça fait 18 mois qu'on voit les addicts aux jeux vidéo et en fait, ça ressemble pas aux addictions au cannabis ou à la cocaïne qu'on a vu. Il y a des problèmes familiaux et ce sont des problèmes éducatifs, c'est pas des problèmes d'addiction. Donc, moi, je ferme ma consultation. Deuxième coup d'arrêt, vous avez 2 métasynthèses qui concluent à la vacuité de la notion. Une métasynthèse, c'est un travail au cours duquel on rassemble les publications qui concernent un point précis et on en fait une synthèse. Alors des fois c'est juste une synthèse, des fois c'est une synthèse qui est un peu statistique aussi. Et là les 2 métasynthèses vont dans le même sens. Elles sont très 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 dures par rapport à la question de l'addiction aux jeux vidéo. Et l'idée c'est pas on n'en parle plus. L'idée c'est il faudrait peut-être commencer à en parler sérieusement. Donc essayer de construire des méthodologies qui soient suffisamment fiables pour pouvoir avoir un matériau de travail qui soit assez solide. 2020, nouvelle volet de recherche, on n'a pas beaucoup bougé, hein, puisque les définitions que l'on trouve de l'addiction aux jeux vidéo en général et celles de l'OMS en particulier, celle-ci, eh bien, ne permet pas de distinguer le joueur passionné du joueur qui est addict. Hein. Quelqu'un qui, comme moi, joue 3 heures par jour, on peut dire, je donne une importance accrue au jeu vidéo, au point que le jeu vidéo va primer sur d'autres intérêts de la vie. Je lis moins, par exemple, de livres de psycho, puisque je joue. Hein. Donc, on pourrait dire quand même, Docteur Leroux, ça va pas du tout. Hein. Je dois avouer que des fois, je dis, allez, je fais encore 2-3 quêtes et j'arrête. Et puis, quand j'ai fait 2-3 quêtes et que je les ai rendues, je vois qu'il y a un bonhomme qui a encore besoin d'aide, là. Il faut aller tuer des renards ou je sais pas trop quoi. Allez, y va, ça va me prendre 5 minutes. Hein. Donc,
Oui, des fois, je perds un peu le contrôle sur le temps de jeu. Ça peut m'arriver. C'est assez rare, hein, mais c'est tout à fait possible. Des fois, je perds un peu le contrôle sur mes émotions. J'ai jamais cassé de souris, Dieu merci, parce que je suis pas rageux à ce point-là. Mais des fois, je suis un peu agacé, hein, parce que les gens jouent mal, en fait. Donc, voilà, je comprends pas. Hein. Le seul truc que j'ai pas, c'est le dernier point. La poursuite ou l'escalade du jeu vidéo malgré l'occurrence de conséquences négatives. Et devinez quoi? C'est le seul point qui soit corrélé à des problèmes de psychologie. Hein. Quand vous faites quelque chose, que vous êtes dans le dur et que ça vous amène encore plus d'ennuis et que vous continuez, là, véritablement, il y a un souci. Hein, et c'est vraiment le moment de changer quelque chose. Alors, il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un nouveau trouble. On a pas mal de preuves qui laissent penser que ce qu'on appelle addiction aux jeux vidéo, ce sont les effets d'un autre trouble. Lorsque vous êtes déprimé, par exemple, eh bien, le fait de passer beaucoup de temps dans un jeu vidéo, c'est assez fréquent. On sait aussi que les joueurs, les personnes qui sont anxieuses ont des temps de jeu et des intensités de jeu qui sont plus importantes que les personnes qui sont pas anxieuses. On s'est aussi rendu compte que l'addiction est un trouble chronique. Trouble chronique, c'est un mot gentil pour dire que c'est un truc qui se guérit tout seul. Alors pour les psychothérapeutes qui soient une addiction aux jeux vidéo, c'est formidable parce que vous avez des taux de succès qui sont immédiatement très très importants, puisqu'il suffit d'attendre suffisamment longtemps pour que le client guérisse. Ce qui n'est pas le cas avec avec la plupart des autres troubles d'ailleurs. Quand quelqu'un vient avec un trouble qui est bien enquisté, ça ne change pas en quelques mois. Difficulté supplémentaire. Le diagnostic est donné pour les adolescents et les jeunes adultes. Or, les adolescents et les jeunes adultes n'ont pas terminé d'installer les systèmes qui leur permettent de contrôler leurs impulsions. Donc, on est en train de pathologiser quelque chose qui probablement est un moment de développement. À contrario, quand vous avez une addiction à la cocaïne, par exemple, ou une addiction au jeu d'argent, vous êtes parti pour des trips de 10-15 ans. Hein. Et franchement, je me souviens, j'ai fait un stage pendant mes études de psycho dans un centre pour les toxicomanes. Le psychiatre m'a dit, écoute, le truc, c'est que il faut que le thérapeute et le patient survivent suffisamment longtemps au moment d'addiction. À un moment donné, ils arrêtent. S'ils n'ont pas été tués par l'hépatite ou par autre chose, ils arrêtent et on ne sait pas trop pourquoi. Hein. Et c'est à ce moment-là que on peut les aider. Mais ce sont des cursus qui sont extrêmement longs. Hein. Alors que quand on regarde les histoires de personnes qui sont présentées comme des addicts aux jeux vidéo, ce sont des périodes qui sont très brèves. Généralement, c'est une période qui suit une période de crise. La mort d'un parent, la séparation, un déménagement, la perte de copains, etc., etc. Et donc là, vous avez des moments de jeu très très intenses et qui cèdent au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Quelle autre critique? C'est pas parce que ça ressemble que c'est la même chose. C'est pas parce que on a fait un copier-coller du trouble lié du trouble de l'addiction liée aux substances ou aux jeux d'argent et de hasard que c'est vraiment pareil. Alors pendant un moment, les pro-addictions étaient tout à fait contents parce qu'ils disaient on a un modèle biologique de l'addiction aux jeux vidéo qui marche. Regardez, quand on regarde le cerveau des joueurs de jeux vidéo qui sont addicts selon nos critères, eh bien ils ont ce cerveau a un fonctionnement qui est similaire au cerveau des personnes qui ont des addictions aux jeux vidéo. Alors là, normalement, la preuve biologique, ça vous sèche n'importe quel psychologue. C'est la preuve en dur après laquelle on court tous. Mais quand on regarde dans le détail, en fait, le modèle qui est utilisé, c'est un modèle dopaminergique. L'idée, c'est que la dopamine est une hormone qui est liée au plaisir et que dans les addictions comportementales, la personne fabrique sa propre drogue. Que ce soit l'addiction au sexe, aux jeux d'argent, de hasard, aux jeux vidéo, l'addiction aux courses, au shopping, tout ce que vous voulez. Hein. Donc la personne générerait des taux de dopamine de façon importante. On a regardé de plus près hein, et on s'est rendu compte que les addicts aux jeux vidéo libéraient des taux de dopamine comparables à une personne qui lit un livre qui est plaisant. On est à ce niveau-là de libération de dopamine. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, une personne qui est addicte à la méthamphétamine
a des taux de dopamine qui sont des milliers de fois plus importantes qu'une personne qui joue aux jeux vidéo, des milliers de fois plus importantes. Donc on est dans un monde qui est complètement différent. Alors ce qu'il est probable, il est probable que ce soit pas une addiction parce qu'il nous manque quand même quelques petits détails. On le voit quand on refait l'histoire du trouble au début, dans les critères qui étaient donnés, vous aviez l'accoutumance, le sevrage et les conséquences négatives. L'accoutumance est supprimée. Dans les premiers textes de Kimberly Young, la psychologue dit l'addiction à l'internet c'est vraiment terrible. Au début on se connecte pour quelques minutes et puis après on se connecte pendant des heures. Alors Kimberly Young est encore vivante, mais je pense qu'elle a dû noter que maintenant on est connecté H24 en fait. Il y a que quand on dort qu'on n'est pas connecté, ou qu'on a un micro à la main. Encore que j'ai envie de regarder ce qui se passe sur Twitter. Vous avez tweeté le truc là, non? Bon, bref, on n'a pas d'accoutumance. On n'a pas besoin de jouer plus pour obtenir le même niveau de satisfaction comme avec l'héroïne ou la cocaïne. On n'a pas de syndrome de sevrage. Bien sûr, si vous dites à un adolescent, écoute, League of Legends, c'est terminé parce que voilà, ton 2 en mathématiques, ça passe pas, il va râler. Mais je sais pas si vous avez vu quelqu'un qui est dans un sevrage alcoolique ou un sevrage aux opiacés, c'est une autre histoire. C'est pas râler là. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus explosif. Et puis, on n'a pas toujours des conséquences négatives. Vous avez des gens qui jouent beaucoup, et ça leur fait plutôt du bien en fait. Vous avez des gens qui jouent beaucoup et puis ça leur fait pas du bien. Ça c'est vrai. Mais les conséquences négatives sont pas présentes systématiquement. Donc ce qu'il est probable, c'est que ce soit pas une addiction, mais que ce soit un mécanisme d'adaptation que les personnes mettent en place pour survivre à des situations qui sont temporairement problématiques. Alors des fois le mécanisme est fonctionnel, c'est-à-dire que le truc, la béquille que vous utilisez vous aide à avancer, et puis quand vous avez plus besoin de béquille, eh bien vous jouez un peu moins. Et puis des fois la béquille, elle vous complique la vie. On s'est rendu compte par exemple que les personnes qui ont un trouble anxieux de type phobie sociale, parmi ces personnes, celles qui jouent beaucoup aux jeux vidéo aggravent leur trouble parce que elles ne trouvent pas dans leur expérience quotidienne d'éléments qui contredisent le fait que la rencontre avec l'autre est dangereuse. Donc, quand vous êtes si vous passez, j'imagine, vous sortez de la fac, vous n'avez pas de boulot, vous commencez à développer des symptômes autour de la phobie sociale, vous jouez H24 aux jeux vidéo, vous sortez plus avec les potes, vous ne faites plus de rencontres agréables et désagréables, et donc toute cette vie sociale est perdue, et ça vous installe dans l'idée que la rencontre avec les autres est nécessairement problématique. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que les jeux vidéo sont l'objet d'une panique morale. Dans la plupart on va dire 70%, 80% des publications, les jeux vidéo sont associés à quelque chose qui est négatif. La panique morale, elle va concerner la violence des jeux vidéo, et vous avez l'association gamer, jeux vidéo violents égale tueur de masse. Et l'autre panique morale, elle est plus médicale. Elle est du côté de jeu excessif égale addiction. On a un problème avec la démarche de l'OMS parce que, de façon répétée, il y a des questions qui ont été posées à l'OMS. Et là, il y a quelques mois, il y a le docteur Vladimir Poznak, qui est responsable du groupe alcool, drogue et comportement addictif, qui a daigné répondre à des questions qui ont été posées par un des chercheurs. Et sa réponse est quand même assez étonnante. Elle est un peu plus longue que ça, mais il y a cette phrase qui est tout à fait étonnante, et ce responsable dit qu'il est difficile, voire impossible, de documenter, de communiquer par les canaux de l'OMS les raisons et la justification de chaque décision. La question qui lui avait été posée, c'était quelle méthodologie vous avez utilisée pour créer le trouble de l'addiction aux jeux vidéo. Donc il fait un mail d'un demi-feuillet, et dedans il dit en fait c'est compliqué gars, je sais pas trop, on l'a créé comme ça, maintenant voilà, délouez vite quoi, c'est comme ça. Bon. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que les effets des jeux vidéo sont toujours limités dans le temps et de faible intensité.
Alors on le sait par différentes méthodes, les méthodes de laboratoire, les suivis longitudinaux. Bien sûr, quand vous jouez à un jeu vidéo qui est violent, vous êtes un peu plus en mode vénère que quand vous jouez à Candy Crush Saga. Hein, ça c'est tout à fait vrai. Mais ça dure 5-10 minutes. Hein, ça dure pas, ça altère pas votre caractère, votre personnalité pendant des jours, des semaines, voire des mois. Et de la même façon, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez envie de jouer encore davantage, mais cette envie, elle dure une poignée de minutes et puis elle s'arrête. Dernier élément, c'est une notion qui fait pas consensus parmi les chercheurs et les psychothérapeutes. Même parmi les pro-addictions aux jeux vidéo, ils sont pas d'accord entre eux. Hein. Vous avez par exemple, lorsque l'association des psychiatres américains a sorti le DSM-5 avec ce Internet Gaming Disorder, Griffiths et quelques-uns de ses collègues ont fait un long article dans lequel ils ont dépecé complètement l'idée de ce trouble, hein, en montrant que en fait le seul élément qui tient encore debout, c'est l'idée que la personne va jouer malgré les conséquences négatives. Donc elle est critiquée entre autres parce qu'elle est souvent confondue avec l'engagement passionnel. Donc où est-ce qu'on va à partir de là? Je pense que l'OMS c'est une grosse machine. J'oublie, c'est pour ça que j'avais un trou. Parmi les reproches qu'on peut faire à l'OMS par rapport au manque de transparence, il y a un autre mail du même docteur Posnack qui dit OK, bon, l'addiction aux jeux vidéo, on a la Chine qui pousse derrière. Hein, pour créer, ils sont fans de ce trouble-là, je sais pas trop pourquoi, donc let's go, faisons-le. Hein. Alors, je vous le dis un peu en mode lolesque, mais on comprend très bien pourquoi pour la Chine c'est important. D'abord parce que la psychiatrie et la psychologie, ce sont des disciplines qui servent à ordonner les comportements. On a le bon vieil exemple de la psychiatrie soviétique qui a servi à mettre de côté tous ceux qui avaient un avis qui faisait un peu dissensus. Et dans la Chine d'aujourd'hui, avoir un outil supplémentaire pour réguler les comportements de millions de jeunes qui arrivent et qui deviennent des adultes, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. En Chine, ils ont développé tout un ensemble de camps de réhabilitation pour tous ces gamers qui ne rentrent pas dans le rang. Hein. C'était des camps d'une telle violence, même pour les Chinois, même le gouvernement chinois a dit bon, on va arrêter un peu sur les camps de réhabilitation, on a eu un mort, c'est un peu too much là les gars. Hein. Vous y allez un peu fort, donc il faudrait trouver des techniques éducatives qui sont un peu plus douces pour pouvoir aider ces jeunes. Hein. L'autre raison pour laquelle je pense la Chine pousse à la roue, c'est que ça fait partie d'une politique de soft power. C'est plus qu'une puissance émergente et elle essaye de montrer son influence partout où est-ce qu'elle le peut et elle le fait jusqu'à l'OMS. Au final, la CIM, elle est un peu différente du DSM parce que le DSM est édité par des psychiatres. Hein, ils se mettent ensemble, ils créent des communautés des groupes de travail. Chaque groupe de travail écrit sur une catégorie de troubles. Et puis quand tout le monde est d'accord, ok, on publie, c'est bon. À l'OMS, c'est un peu différent. Il y a des groupes de travail qui sont faits, mais au final, ce sont les représentants de chaque pays qui valident ou qui invalident la CIM. Donc si par exemple, par hasard, le représentant français à l'OMS dit bah écoutez non, nous on veut pas de la CIM comme ça parce que le trouble de l'addiction aux jeux vidéo ne nous va pas, eh bien ça sera pas voté, ça passera pas. Donc il y a vraiment une position politique qui encapsule les positions psychologiques ou médicales. Dernière partie. Alors, je vous ai mis deux belles images de la culture populaire. Hein. Nous autres gamers, on n'a pas besoin de psychothérapie parce que on a juste besoin de jouer aux jeux vidéo. Et puis de l'autre côté, il y a la réponse, c'est le jeu vidéo, c'est la psychothérapie. Hein. Alors c'est vraiment l'option qu'ont pris certains psychothérapeutes qui se sont dit en fait il faut jouer avec le matériel qu'amènent les patients d'aujourd'hui. Hein. Dans les années 30, on jouait avec des petits soldats de plomb. Bah aujourd'hui, on joue avec des petits soldats de pixels. Hein. Donc let's go, faisons le job avec ce qu'ils nous amènent. Alors c'est quoi une psychothérapie? Là c'est l'instant cocorico. Je vais mettre une cocarde bleu, blanc, rouge parce que franchement, hein, la psychothérapie moderne, c'est inventé en France en fait. Hein. Souvent on se dit oh là là, Freud, père de la psychologie moderne, ce qui est tout à fait vrai. Hein, Schneekliel, Freud.
bon boulot. Mais Freud, il est passé par Janet. Il y a des discussions entre Freud, Janet et puis Charcot, hein, à la Salpêtrière. Et c'est en fonction de toutes ces discussions que Freud va ensuite créer quelque chose d'autre qu'il va appeler la psychanalyse. Mais l'idée d'utiliser les connaissances de la psychologie pour traiter des maladies mentales, c'est Cocorico, donc good game à nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est psychothérapeute? On essaie d'appliquer les connaissances que l'on a sur la psychologie en général, la psychologie du développement, pour traiter des troubles mentaux. Alors, maintenant, on utilise le jeu vidéo. On utilise le jeu vidéo pour créer les conditions dans lesquelles la psychothérapie va être possible. Et la principale, je crois maintenant, l'unique condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait une psychothérapie, non, pas suffisante, nécessaire pour qu'il y ait une psychothérapie, c'est que la personne joue. Avec un adulte, on va jouer avec des mots, on va former des métaphores, on va reformuler des choses. Hein. Donc, on crée tout un contexte narratif qui élargit un peu la manière dont elle voit le problème et qui lui permet de trouver de nouvelles clés. Les enfants, les très jeunes enfants, n'ont pas développé les compétences cognitives qui leur permettent de métaphoriser et puis de penser de façon abstraite. Donc, on passe par le moyen le plus proche qu'ils ont à leur disposition, qui est le jeu. Et quand un enfant est un enfant d'aujourd'hui, eh ben, dans le jeu qui est à sa disposition, vous avez le jeu vidéo. Alors, c'est un intérêt, l'intérêt des psychothérapeutes pour les jeux vidéo est au moins aussi ancien que les jeux vidéo. J'exagère un peu, hein. Premier jeu vidéo 1967, si ma mémoire est bonne, avec Space War. Bon, les psychothérapeutes, ils se réveillent un peu plus tard. Il y a peut-être des textes plus anciens, mais le plus ancien que je connaisse, moi, il a été écrit par le docteur Allen, qui rapporte 3 ou 4 cas, très brièvement, dans lesquels il a utilisé ce qu'on appelait les jeux d'ordinateur, computer fantasy games, dans le cadre d'une psychothérapie pour enfants. C'est vraiment une révolution parce que jusqu'aux années 80, la tradition professionnelle des psychothérapeutes d'enfants, c'est de jouer à la poupée en fait. Hein. On joue à la poupée, à la dinette, on nous fait bouffer des trucs. Alors on dit oh là là, c'est très très bon. Mais non, tu vas dire que c'est dégueulasse. Ah, c'est pas bon. On vous fait rentrer des trucs dans la gorge. Ou alors on joue au Playmobil, on fait la guerre, etc. On fait de la pâte à bref, on joue avec les enfants, mais avec des objets qui sont concrets. Et là, il introduit dans le cabinet du psychothérapeute un objet qui est complètement alien, qui est il faut se représenter les mots. C'est pas un Game Boy ou un téléphone qu'il a. C'est un gros machin pour jouer aux jeux vidéo. En 1982, donc c'est un peu avant, mais c'est pas avec les enfants. C'est un psychothérapeute qui rapporte l'obsession pour Space Invaders chez 3 futurs mariés. Hein. Des gars qui vont se marier dans les semaines qui viennent. Et franchement, au lieu de penser à leur mariage, la liste de mariage, est-ce qu'ils vont mettre le chapeau machin, un truc comme, ils passent tout leur temps à jouer Space Invaders, quoi, à fond. Alors le psychiatre dit, ouais, bon, en fait, les gars, ils sont flippés par le mariage qui est en train de venir, et plutôt que de se confronter à cette question et d'y penser de façon très très sérieuse, ils jouent à Space Invaders. Pourquoi Space Invaders? Parce que Space Invaders, c'est comme des petits pénis qui sont couchés et qui tirent sur tous ces aliens féminins qui sont en train de descendre vers eux. Et donc voilà à quoi ils ont passé toute leur période prénuptiale. Alors après, donc là on est chez les Anglo-Saxons. Les Français sont intéressés aux jeux vidéo puisque vous avez une dame qui s'appelle Evelyne Gabrielle Esther, qui est psychomotricienne, qui a écrit un livre qui s'appelle Que faire avec les jeux vidéo, et elle expose comment, dans le cadre de la psychomotricité, est-ce que le jeu vidéo peut être quelque chose d'intéressant, et quand même, d'une façon générale, le jeu vidéo peut être intéressant pour le développement affectif et puis cognitif des enfants. Pour une psychomotricienne, c'est vraiment un pas de côté parce que les psychomotriciens sont des gens qui aiment les choses concrètes, quoi. Ils aiment le jeu avec les objets. Ils pensent que avec raison, que le développement de la personne, de l'enfant, passe par la manipulation d'objets qui sont concrets. Et là, on bascule de l'autre côté de l'écran. Elle dit mais
En fait, la manipulation d'objets qui sont intangibles, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Alors, je vous le fais court, il y a un raccourci, parce que ça, c'est dans les années 90. Et puis, l'année dernière, avec Guillaume Gillet, on a écrit un livre qui s'appelle « Le jeu vidéo pour soigner ». Le point d'interrogation a été rajouté par l'éditeur. Nous, notre avis, c'est qu'il n'y a pas de point d'interrogation. C'est tout à fait possible. On essaie de le montrer. L'éditeur, il semble vivre au millénaire dernier. Lui, il a voulu rajouter un point d'interrogation. Ok. Donc oui. Alors tout ça pour vous dire qu'il y a une espèce de tradition française et d'un goût français pour les jeux vidéo. Vraiment, des psychothérapeutes pour les jeux vidéo. Avec Gabriel Esther, il y a un autre psychologue qui apparaît quelque temps après, qui s'appelle Michael Stora, qui va fonder un organisme qui s'appelle l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et sociales. Et à l'intérieur de cette OMNSH, eh bien, il va agréger tout un ensemble de personnes intéressées par le jeu vidéo, des psychologues, Thomas Garon. Moi, je vais arriver vers la fin, et puis des sociologues, des ingénieurs, etc., etc. Et tout ce groupe va former le noyau de ce qu'on va appeler plus tard les game studies à la française. Donc voilà. Bon, on en parlera plus tout à l'heure si vous voulez. Donc ça, c'est la tradition française. Dans la tradition française, on utilise le jeu pour, du moins avec l'idée de Stora, c'est qu'avec les jeux vidéo, on peut rencontrer des histoires qui sont significatives pour les joueurs. De façon plus précise, le patient va jouer avec le jeu vidéo une histoire qui est symétrique, suffisamment proche de son problème, et ça va permettre de travailler dessus. Alors, il y a une autre tradition qui est plus du côté des interactions apportées par le jeu vidéo. Vous voyez qu'on retrouve les deux grandes mamelles du jeu vidéo, puisque tout à l'heure je vous parlais le jeu vidéo comme histoire, et puis il y a aussi le jeu vidéo comme interaction. Et bien là, en développant des jeux spécifiques pour traiter certains troubles, les psychothérapeutes essayent de s'appuyer sur des mécaniques spécifiques pour avoir des effets qui sont thérapeutiques. Alors, dernier exemple en date, qui en fait, il y a tout un. Si vous ouvrez un manuel de psychiatrie, pour chaque trouble, vous avez un jeu sérieux ou plusieurs jeux sérieux qui disent nous, ce trouble-là, on peut le prendre en compte et puis on va aider. Vous avez des jeux sérieux pour le trouble de l'attention, les TOC, les troubles anxieux, les troubles alimentaires, etc. Donc, en France, le docteur Xavier Pomereau, ici à Bordeaux, a développé avec un éditeur de jeux vidéo un jeu qui s'appelle Clashback, qui est utilisé comme médiateur lors des entretiens avec les adolescents. Alors, c'est présenté comme un jeu vidéo. C'est un peu loin d'un jeu vidéo. C'est pas comme Mario où vous vous baladez et vous lancez des tortues sur les copains. Ça, c'est un vrai jeu vidéo. Là, c'est plus un espèce de simulateur où vous avez toute une série d'interactions qui sont proposées, puis vous choisissez. L'idée, c'est de recréer à l'intérieur du jeu des situations conflictuelles entre des parents et des adolescents, de faire jouer l'adolescent et de l'amener ensuite à réfléchir sur les choix qu'il a fait. D'où le bac. Le clash, c'est pour le plaisir de, je vais provoquer, je vais emmerder mon parent, je vais dire exactement ce qui va le faire rager. Et puis ensuite, le bac, c'est, on revient en arrière, puis on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc on pourrait le faire avec un psychodrame. On pourrait dire, tiens, je vais jouer le parent, et puis toi, tu vas jouer l'adolescent, et puis après, on change de place, et puis on voit ce que ça fait. Là, on le fait avec avec ce type de jeu. Alors, dernier exemple en date, aux États-Unis, la FDA a approuvé. Alors, le titre, il est un peu malicieux. C'est pas. La FDA a approuvé les premiers essais cliniques d'un jeu vidéo qui est censé traiter les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, comment ça marche? Vous dirigez un bonhomme sur un vaisseau. Vous devez éviter les trucs qui piquent. De toute façon, si vous êtes gamer, quand vous voyez un truc qui pique, vous précipitez pas dessus quand même, vous essayez de l'éviter. Donc ça pique, et puis en plus c'est une couleur qui est un peu mauve, c'est pas gentil, c'est méchant, j'évite. Et puis il y a d'autres trucs qui sont plutôt gentils qu'il faut prendre, un peu comme dans Mario Kart où vous avez les zones de boost que vous devez absolument prendre pour pouvoir avoir des accélérations. Donc au final, qu'est-ce qu'on attend du joueur? On attend à ce qu'il fasse attention à certains éléments du jeu et qu'il ne fasse pas attention à certains éléments du jeu.
On sait d'une façon générale que les jeux d'action comme ceux-là, mais les jeux de tir surtout, sont des plateformes formidables pour développer des capacités visuelles attentionnelles. Et c'est tellement efficace que les enfants qui ont un trouble de l'attention ont des performances à l'intérieur du jeu similaires aux enfants qui n'ont pas de trouble de l'attention. Alors que quand vous les testez avec un test psychologique qui permet de mesurer l'attention, par exemple, eh bien, vous voyez vraiment des différences importantes. Et quand vous les voyez en classe, vous en avez un qui saute partout, qui laisse tomber sa règle, généralement en fer pour que ça fasse du bruit, qui se tourne vers les copains, et puis vous avez un autre qui fait semblant d'être un élève attentif. Hein. Bref, on a ce type de jeux vidéo qui arrivent et qui est testé. Alors l'autre tradition, c'est d'utiliser le jeu vidéo pour arriver dans cette zone particulière qu'est le jeu. Hein. Quand on joue au Playmobil ou quand on joue à la poupée ou avec de la pâte à modeler avec un enfant, on active un des pouvoirs de jeu qui est dans un des 4 répertoires qui est ici. Des fois, ce qui est important quand vous faites de la pâte à modeler avec un enfant, ça va être de faciliter la communication avec l'enfant, qui vous parle tout simplement et qui vous parle comme un être humain, pas comme un chien ou une pierre, qui sache que vous êtes là, que vous êtes attentif à lui, que vous avez des idées par rapport à ce qu'il fait, qui est vraiment un échange de personne à personne. Des fois, c'est pour accéder à ce qui est non su, à l'inconscient, mais vous pouvez aussi jouer à la pâte à modeler pour solidifier la relation thérapeutique ou pour aider l'enfant à résoudre des problèmes. Par exemple, l'enfant dit je vais faire un pont en pâte à modeler. Ok, bon, très bien. Vous faites le pont et puis le pont il s'effondre parce que la pâte à modeler elle est pas suffisamment solide. Donc l'enfant il est très embêté. Il se dit mais comment est-ce qu'il peut faire ce pont, hein? Donc vous avez des enfants qui vont avoir tendance à vouloir fuir la situation problématique, hein, en disant non mais finalement j'ai plus envie de faire un pont, c'est complètement idiot. Donc là le job que vous avez à faire c'est d'essayer de le ramener à son projet initial, de le rassurer suffisamment et de construire les conditions qui lui permettront d'avoir des idées pour trouver des solutions à son problème. Vous avez des enfants qui ont des solutions mais qui sont des solutions qui sont pas tenables, hein, qui vont essayer de faire des choses qui ne marchent pas. Donc là, le boulot sera un peu différent, etc., etc. Donc vous voyez que le même jeu peut activer différents pouvoirs et des fois, ça peut être intéressant de changer de jeu pour pouvoir avoir accès à un autre pouvoir du jeu. Il faut ajouter que ça ne se passe pas de façon aussi logique et rationnelle que cela. C'est après coup que l'on peut se dire ah oui non mais alors là cette séquence de psychothérapie, ça m'a permis de travailler le contre-conditionnement des peurs ou des compétences sociales ou sur le développement moral de l'enfant. Hein. C'est extrêmement rarissime que l'on se dise ok donc là aujourd'hui on va travailler cet élément et c'est ce qui se passe dans la séance parce que les enfants en fait ils se comportent comme des enfants, quoi. Hein. Et puis même les adultes, comme les adultes peuvent vous dire oui, je suis d'accord avec cette idée, c'est formidable. Et puis en fait, dans la séance, ils font tout pour que ça n'arrive pas. Hein. Donc c'est plutôt un modèle qu'on peut utiliser après coup. C'est un modèle qui marche aussi avec les jeux vidéo, puisque dans les jeux vidéo, quand vous jouez aux Sims par exemple, eh bien typiquement c'est un jeu vidéo dans lequel il va être assez facile à la personne d'exprimer des aspects de sa personnalité, d'exprimer comment il voit le monde, d'exprimer comment il voit les relations avec les autres. Le jeu, il semble être complètement fait pour cela. Hein. Même les jeux qui ne sont pas faits pour ça sont toujours marqués un peu de la subjectivité de la personne, donc ça permet de comprendre un peu comment il fonctionne. Dans un jeu vidéo, vous pouvez voir aussi si la personne apprend des expériences passées. Vous avez des joueurs qui corrigent très rapidement les réponses qui sont pas fonctionnelles dans le jeu. Puis vous avez des personnes qui s'enferment toujours dans les stratégies qui sont des stratégies perdantes. Il est extrêmement probable que si elles fonctionnent comme ça dans la séance de psychothérapie, en dehors de la séance de psychothérapie, elles fonctionnent aussi de cette manière-là. Donc si vous arrivez à les aider à réguler le comportement dans la séance de psychothérapie, il est probable qu'en dehors de la séance de psychothérapie, en dehors du jeu, elles y arrivent aussi.
Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la psychothérapie centrée sur les jeux vidéo? Que ce soit avec les jeux vidéo du commerce ou les serious games, on sait qu'il y a des gains. Hein. On sait qu'il y a des gains perceptifs. Je vous ai parlé des gains perceptifs des jeux vidéo d'action avec l'attention visuelle sélective. Vous avez des gains cognitifs. Ils sont tellement importants qu'on les utilise en EHPAD pour ralentir le déclin cognitif des personnes âgées. Vous avez des gains comportementaux. On peut apprendre de nouveaux comportements à l'intérieur du jeu. Vous pouvez apprendre à motiver vos émotions. Puis, vous pouvez aussi trouver des ressources motivationnelles importantes à l'intérieur des jeux. Donc ça, c'est en général. Et puis, dans le domaine de la psychiatrie, on a utilisé les jeux vidéo dans des domaines, dans des troubles aussi différents que les troubles de l'humeur, les troubles du contrôle de l'impulsion, les troubles schizophréniques, les troubles alimentaires, les troubles du spectre autistique, les troubles liés à l'alcool, etc. Toutes les pages du DSM peuvent être cochées, en fait. Hein. Alors, il y en a peut-être que quelques-unes qui sont pas cochées, mais c'est simplement parce que je pense que les psychothérapeutes n'ont pas trouvé le temps d'écrire l'article qui correspond. Alors, il y a pas mal de choses qu'on sait sur les jeux vidéo. On sait comment est-ce qu'ils génèrent des émotions. On a des idées sur jeux vidéo et addiction. Ça fait 20 ans qu'on utilise le jeu vidéo dans le cadre de psychothérapie, donc les mécaniques générales, on commence à les connaître un peu. Mais voilà, quand on est psychologue, on aime bien se poser d'autres questions, donc il y a plein d'autres choses que l'on ne sait pas, et c'est ce qui rend probablement les jeux vidéo très très intéressants. D'abord, on ne connaît pas les effets à long terme des jeux vidéo, des émotions rencontrées dans les jeux vidéo. Il faudrait aussi que les études nous aident à sortir des approches réparatrices. Souvent, les articles sont écrits avec comme angle les joueurs ont une vie émotionnelle qui est compliquée. C'est super, ils trouvent avec les jeux vidéo de quoi se restaurer et ils rebondissent à partir de là. Ok, mais les joueurs qui vont mal, par définition, sont bien moins nombreux que les joueurs qui vont bien. Hein, voilà, il doit y avoir 10% de joueurs de jeux vidéo qui vont pas bien. Il y avait les 90 autres pourcents. Comment est-ce qu'ils fonctionnent, hein? Donc, ce serait bien qu'on ait des idées là-dessus. Ce serait bien que l'on sache avec un peu plus de précision quelles sont les émotions recherchées par les joueurs et quelles sont les émotions qui sont trouvées. Hein. Si je prends mon petit exemple, quand je me mets devant World of Warcraft pour jouer, quand je rentre dans une instance pour faire des mythiques plus de niveau 20, etc. L'émotion que je vais chercher, c'est quelque chose c'est une satisfaction liée aux performances. Je maîtrise bien mon personnage, je fais le niveau de DPS nécessaire, ce qui me soigne du traumatisme. Rastophir, t'es vraiment trop nul, tu sors du raid. Donc ça, c'est la réponse à l'imago introjecté d'il y a quelques mois. Tu vois, papa, je fais quand même le job. Hein. Donc je cherche une performance qui est suffisante. Je la trouve pas toujours, j'allais dire pas souvent, pas assez, je pense. Hein. J'aimerais bien la trouver à 100% des cas, mais des fois je rencontre des fonctionnements extrêmement problématiques. Il y a des groupes qui ne fonctionnent pas. Hein. On commence l'instance et 5 minutes après, tout le monde est déjà en train de s'engueuler. Hein. Puis vous avez des groupes où c'est complètement merveilleux, tout le monde fait le job. Donc entre ce qu'on recherche et ce qu'on se trouve, eh ben il peut y avoir une différence et ce serait bien que l'on essaie de comprendre cet écart-là. Ce serait bien qu'on essaie de comprendre si les émotions recherchées sont toutes les mêmes au même âge. Est-ce qu'à l'adolescence, on recherche plutôt tel type d'émotion, à l'âge adulte, tel type d'émotion, les personnes âgées, telle émotion, les enfants, telle émotion? Est-ce qu'il y a des différences en fonction du sexe? Ça, on ne sait rien. Ce serait bien qu'on explore davantage les comportements problématiques associés aux jeux vidéo. Là, je vous parle pas du temps passé à l'intérieur du jeu, je vous parle des trolls qui peuvent sévir. Encore troll, c'est un mot gentil, mais vous avez des gens qui sont extrêmement toxiques et qui peuvent pourrir un groupe, une instance ou le fonctionnement d'une personne pendant suffisamment longtemps. Vous avez parmi les comportements problématiques, vous avez les vols d'identité aussi que l'on a. On a des problèmes au niveau de l'industrie en général avec des périodes de crunch c'est-à-dire que les périodes de crunch, c'est-à-dire qu'on dit aux développeurs, bon les gars, on avait dit qu'on sortait le jeu le 30 janvier, on est un peu à la bourre, donc vous amenez des matelas, ça va être super, on va acheter des kebabs et puis comme ça, voilà, on code jusqu'à 2-3 heures du matin et puis on recommence demain à 8 heures, c'est super, ça va être comme une espèce de colonie de vacances, hein. Sauf que ce sont des adultes et que les heures sup ne sont pas payées et que personne ne leur dit merci à la fin du truc. Donc ça c'est problématique.
Quels sont les facteurs qui sont prédisposants, précipitant ou maintenant les comportements problématiques autour des jeux vidéo? Là aussi, grand mystère. Donc, ce serait bien qu'il y ait un effort de recherche sur ces questions. On aimerait bien aussi savoir les opportunités en termes de développement apportées par les jeux vidéo de façon un peu plus précise. Et puis les effets des jeux vidéo en fonction des âges. Est-ce que c'est la même chose de jouer à un jeu vidéo à je sais pas, à 80 ans? On a des gamers de 80 ans, ça existe, hein. Et à 5, hein. Alors bien sûr, la réponse est dans la question. Il est évident que jouer à un jeu vidéo à 5 ans, c'est pas la même chose qu'à 80, hein, ou à l'âge adulte, et qu'il y a très probablement des moments où le temps passé aux jeux vidéo est un temps qui est au mieux nul et au pire négatif par rapport au développement. Et puis il y a probablement une période florissante dans laquelle les jeux vidéo sont extrêmement bienvenus. Donc on a toutes ces questions et d'autres, hein, probablement à explorer pour mieux comprendre comment est-ce que les jeux vidéo affectent notre vie. Je vous présente Okakre, chasseur tauren. Donc lui et moi, on serait très heureux de répondre à vos questions sur les émotions, les jeux vidéo, l'addiction. Et puis c'était quoi les psychothérapies ou d'autres sujets, toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête à propos des jeux vidéo. Merci. Bonjour. En fait, moi, je voulais demander, vous parlez de psychothérapie qui utilise les jeux vidéo depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, dans votre psychothérapie avec les enfants, les adolescents et les adultes? Si ça arrive aussi avec les adultes d'utiliser les jeux vidéo en tant qu'objet de médiation. Alors moi, j'ai jamais utilisé les jeux vidéo avec des adultes, mais Guillaume Gillet a utilisé... je cherche parce que c'est sur Xbox et c'est un domaine qui m'est un peu inconnu. C'est les party games où on est tous ensemble. Il y a une séquence où on est sur un radeau. Il y a une séquence où il y a on est dans un aquarium et puis il y a des poissons qui attaquent l'aquarium. Donc avec les adultes, ça peut marcher. Il a utilisé ça avec des adultes qui étaient hospitalisés pour troubles schizophréniques. Moi, j'ai pas cette expérience-là. J'aime bien me débrouiller avec les moyens traditionnels pour les adultes. Avec les enfants, j'ai utilisé pas mal de jeux vidéo différents. J'ai utilisé Ico, qui est un jeu de rôle. Je l'ai utilisé d'abord parce que Michael Stora l'avait utilisé, donc il y avait un effet test-retest que je cherchais à avoir. Et ensuite parce qu'il a un aspect esthétique qui est vraiment important. Il est différent dans son esthétique et dans ses mécaniques de jeu des jeux vidéo que les enfants connaissent. Donc ça leur fait faire un pas de côté, hein. Ils jouent quand même aux jeux vidéo, donc ils sont contents, mais ils jouent aux jeux vidéo différents. Il y a tout un contexte narratif qui est intéressant pour un psychothérapeute, puisque le héros doit venir... c'est un héros, donc il aide la princesse, hein, et la princesse est agressée par une très méchante maman qui veut la garder pour elle. Vous vous déplacez dans des environnements qui sont à la fois grandioses et vides. Donc ça suscite plein de questions, plein d'émotions qui... au moins chez le psychothérapeute et des fois aussi chez le patient qui peuvent être intéressants. J'ai utilisé Limbo, qui est un jeu qui est très noir, très sombre. Vous avez un personnage qui est tout noir, vous vous déplacez dans un environnement qui est extrêmement dangereux. Il y a des espèces de pièges à loups qui peuvent vous déchiqueter en 4 ou 5 morceaux, des araignées monstrueuses, des engrenages qui peuvent peuvent vous broyer, etc. Je n'étais pas au courant que c'était aussi violent, hein. Je trouvais ça beau au début. Je l'ai découvert avec l'enfant. Bon, je me suis dit, là, c'est un peu raide, mais c'était intéressant pour 2 raisons. D'abord, parce que une partie de mon travail, consiste à comprendre ce que j'éprouve face à cet enfant pour pouvoir le transformer. Face à cet enfant, moi, je me vivais comme un psychothérapeute winnicotien, extrêmement positif. Vous voyez le vieil oncle à côté du feu avec la pipe et tout, bonhomme. Je crois que j'étais comme ça. En fait, quand j'ai vu le jeu auquel je l'ai fait jouer, je me suis rendu compte qu'il m'agaçait bien plus que je ne le pensais et que j'avais probablement pas cette position de neutralité, de bienveillance, mais que j'étais un peu agressif avec lui, beaucoup même. Bon, ça m'a permis aussi de décaler des positions défensives qu'il avait. C'était un enfant qui était extrêmement inhibé. Ça m'agace beaucoup, hein. Probablement à cause de mon enfance Basse-Bretagne, mais les enfants dans le pays dans lequel j'ai vécu sont des enfants qui sont aimés par les adultes quand ils sont extrêmement actifs. Ça doit bouger un enfant
au moins dans l'Afrique subsaharienne. Celui-là, franchement, c'était un toubab mou, quoi. Moi, j'en pouvais plus, franchement. Et là, avec le jeu vidéo, il était obligé de faire quelque chose. C'est un enfant qui, quand la partie a démarré, bah, il a gardé le gamepad et puis il a attendu. Il a attendu plus de 10 minutes. Sur 50 minutes de psychothérapie, même pour un vieux thérapeute, c'est long, quoi. Après, il s'est tourné, il m'a dit, il se passe rien. Bah, effectivement, c'est comme ça, ouais, il se passe rien. Si tu fais rien, il se passe rien, quoi. Donc, cette inhibition-là, on a pu petit à petit la débloquer grâce aux jeux vidéo. J'ai utilisé aussi, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé les Sims, bien sûr, hein, parce que bon, ce sont des simulateurs de vie. Il y a toujours des trucs et des machins à faire. Et là, franchement, c'est comme jouer dans la maison de poupée avec l'enfant, quoi. Hein. Je me souviens d'un enfant qui, par exemple, avait créé mon personnage, le psychothérapeute à l'intérieur du jeu. Il l'avait foutu en dehors de la maison. Et il m'avait dit, en fait, t'es un SDF, donc j'avais des mouches autour de moi, en fait, je crevais la dalle, j'avais faim, et il m'a fait vivre les pires trucs, quoi. Et voilà. Dans la psychothérapie, c'était pareil, hein, j'étais toujours à l'extérieur, j'allais dire, jamais il m'a fait rentrer, ça lui a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont intéressantes à travailler. J'ai utilisé aussi un jeu vidéo qui est censé reprendre toute l'histoire de la vie de la cellule à la communauté. Sport, voilà, S-P-O-R-E. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé Call of Duty Mobile, voilà, parce que l'adolescent qui était en face de moi jouait à Call of Duty Mobile. C'était dans un moment de grande résistance et de provocation, donc il a sorti son iPhone 12 pour jouer à Call of Duty Mobile, ce qui a immédiatement suscité un mouvement d'envie et d'attaque haineuse de ma part, parce que lui, il a un iPhone 12 et moi j'ai un vieux Samsung, quoi. Donc c'est pas juste qu'il soit jeune et qu'il ait des outils plus fonctionnels que les miens, mais en mettant ça un peu de côté, j'ai pu profiter de ça parce qu'il me l'a proposé aussi pour pouvoir jouer avec lui à ce jeu. Et comme j'avais jamais joué à un FPS au mobile, j'étais excessivement nul, ce qui lui a permis lui d'être excessivement agressif, très acide. Ah, Monsieur Leroux, vous êtes vraiment nul, hein. Oui, c'est vrai, effectivement, 0 kill, c'est pas bon, hein. Donc voilà. En fait, je crois que tous les jeux sont bons à utiliser en psychothérapie. Il faut juste que le psychothérapeute soit suffisamment à l'aise avec le jeu vidéo en général pour pouvoir rencontrer son patient à l'intérieur du jeu vidéo. Bonjour. Est-ce qu'il est possible de définir les grands traits de personnalité d'un patient ou d'une personne par rapport aux jeux vidéo auxquels il joue? Alors ça a été un rêve et puis on en est un peu revenu en fait. On en est un peu revenu. On peut retrouver quelques traits de fonctionnement. Par exemple, vous avez des personnes qui jouent de façon extrêmement défensive. Quand vous jouez à Age of Empires et que plutôt que de développer des capacités des unités qui vous permettent de projeter votre agressivité dans le monde extérieur, vous construisez que des murs. Eh bien là, vous pouvez vous dire, oui, il y a peut-être un fonctionnement qui est un peu obsessionnel et un peu défensif. Hein. Quand vous construisez tout n'importe comment dans n'importe quel ordre, très probablement la personne n'est pas organisée. Mais on n'arrive pas à avoir des schémas de jeu qui correspondent très exactement à des types de personnalités. Ça n'a pas été fait. Bonjour et déjà merci pour votre conférence. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà eu des cas de problèmes familiaux? Donc ça veut dire qu'un enfant qui a des problèmes avec ses parents et les parents qui n'arrivent pas du tout à comprendre la position du jeune et son envie de jouer, et du coup ça crée des vrais problèmes au niveau de la famille. Oui, dans toutes les consultations avec les enfants en fait. D'accord. Et est-ce que du coup vous parlez uniquement avec l'enfant ou vous avez des fois affaire avec les parents? Alors j'ai toujours affaire avec les parents. Alors ça c'est mon côté bas breton aussi, hein. C'est que quand il y a un enfant, très probablement il y a des parents un peu avant. Donc c'est bien de prendre leur avis. C'est aussi un signal qui est envoyé à l'enfant parce que le job du psychothérapeute, c'est de construire une alliance avec son patient. Et quand on a des patients qui sont enfants, c'est très facile de s'allier avec l'enfant, mais du coup de s'allier contre les parents. Et là, ça devient problématique parce qu'en fait, quand on est contre les parents, souvent on aide l'enfant à maintenir le régime de comportement qui est problématique. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de comprendre en fait comment les parents fonctionnent en général, quelles sont les règles qu'ils établissent et surtout s'ils les maintiennent.
Le problème, c'est pas tellement l'incompréhension. Il peut y avoir des moments d'incompréhension dans le développement de l'enfant, entre l'enfant et sa famille. Le problème, c'est que c'est quand les parents prennent des positions et ils les lâchent le jour suivant. Et après, ils les reprennent et ils les relâchent. Donc, il n'y a pas une constance suffisante qui permette véritablement à l'enfant de se construire. Donc, quand on me demande mon avis, je le donne, je leur dis, moi, de mon point de vue, ce qui est utile à l'enfant, c'est jeu à volonté, quelle que soit la forme du jeu. Hein. Et ça, de la mamelle à l'âge adulte. L'important, c'est de pouvoir jouer. Ce qui change, c'est que plus on grandit, plus les pressions sociales font que, dans notre société, les temps de jeu diminuent. Quand on regarde les sociétés traditionnelles, les gens avaient beaucoup plus de temps de jeu que de temps de travail. Vous mettiez un coup de collier pour les semailles et puis pour les moissons, et puis l'hiver, vous foutiez rien, quoi. Vous étiez au coin du feu, et puis vous discutiez, vous racontiez des histoires. Hein. Avec la société moderne et postmoderne, il y a vraiment un changement de donne et on passe plus de temps à travailler que de jouer. Bon, ça, je peux pas le changer, c'est comme ça. Mais ce que je peux dire aux parents, c'est que de mon point de vue, il me semble important que l'enfant puisse jouer à ce qu'il veut, quand il veut, et que, en fonction de son moment de développement, le job des parents, c'est de l'aider à certains moments, privilégier les temps de jeu, puis de certains moments, privilégier ce qui peut apparaître comme une corvée ou quelque chose de désagréable. Hein. Et s'ils veulent pas de ce régime-là, ma recommandation, c'est, si vous avez des règles, tenez-les, surtout quand ça tempête, et changez-les quand elles ne servent plus à rien. Voilà. Ok, merci. Bonjour. Je vais essayer de formuler la question parce que j'en ai trop. En gros, j'ai l'impression, parce que moi je fais des ateliers de rétro gaming où je mets les enfants et les parents à jouer ensemble contre d'autres enfants et d'autres parents pour que le truc soit rigolo. Et je me bats plus ou moins avec comment on va appeler ça, des psychologues qui sont comment je vais formuler ça, qui sont dans les écoles et qui nous expliquent qu'en gros il faut faire moins d'écran. Oui. Et du coup, comment je fais pour combattre cette autorité-là? Alors, il y a probablement le mode Dark Vador et puis le mode Anakin, qui sont deux modes qui sont très différents. En encourageant les collègues à donner les éléments sur lesquels ils se fondent pour avoir une affirmation de ce type-là. Voilà. Pas simplement une étude m'a dit que. Hein. Ce que l'on sait d'une façon générale sur le temps d'écran et puis la santé mentale, c'est qu'il y a une corrélation faible, très faible, entre le temps d'écran et des indices négatifs associés à la santé mentale. La corrélation, elle reste quand même, elle existe, mais elle est faible. Hein. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle existe en pour de vrai ou est-ce qu'on utilise des outils qui sont tellement précis qu'ils mesurent du bruit? Hein. Pour le dire autrement, c'est quelle est la signification clinique de cette corrélation? Est-ce que ce qu'on a mesuré, ça se mesure ensuite dans les familles puis dans les écoles? Ça, on sait pas encore. Donc moi, la recommandation la discussion qu'il faudrait avoir avec les psychologues qui s'inquiètent par rapport au temps d'écran, c'est de leur demander les éléments de preuve qui leur permettent d'avoir une affirmation de ce type-là. Puis peut-être de leur rappeler. Juste dire je suis psychologue et pas vous. Enfin... Oui, mais ça c'est un argument d'autorité. Le job du psychologue, on n'est pas des curés, quoi. C'est pas de dire ex cathedra. Dans le code de déontologie, il y a l'idée de diffuser les connaissances psychologiques auprès du public et de les diffuser d'une façon respectueuse de l'état des connaissances. Donc l'argument d'autorité, non, il peut pas. Quand quelqu'un donne un argument d'autorité, faut l'écarter. Hein. Vous avez aussi dans le livre qu'on a écrit avec Guillaume Gillet, en fait, une grande partie du livre, elle répond aux objections qui sont faites aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça isole, ça rend addict, ça rend agressif, ça transforme en crétin, etc., etc. Donc voilà, des éléments de discussion existent. Hein. C'est au sujet, tout à l'heure, vous parliez du fait que les comportements fonctionnels qui sont développés au cours du jeu se transfèrent à la vie en dehors du jeu. Comment vous le savez ça en fait? Dans le cas de la psychothérapie, on le sait avec les rapports des parents.
parce que dans le cadre de psychothérapie d'enfants, le psychothérapeute régulièrement prend des nouvelles de l'enfant avec le parent. C'est-à-dire qu'il y a deux temps en fait. Il y a le temps où on est enfermé avec l'enfant comme dans un sous-marin et on s'occupe que de ce qui se passe à l'intérieur du cabinet. Et puis toutes les 8-10 semaines, on reçoit les parents, et puis on dit bon alors qu'est-ce qui se passe quoi? Est-ce qu'il y a du nouveau? Voilà, on fait une immersion périscopique et puis on prend des nouvelles. Puis après on replonge. On demande aussi aux parents d'avertir le psychothérapeute à chaque fois qu'il y a un changement significatif dans le comportement. Si l'enfant vient pour, par exemple, pour un trouble des conduites, il est toujours irritable, il casse des trucs. À chaque fois qu'il casse un truc, avant la séance, le psychothérapeute doit en être averti. Donc on sait ce qui se passe à l'intérieur de la maison d'une façon générale. Donc quand les choses vont bien, eh ben on en est averti par les parents. C'est comme ça que l'on peut faire le lien entre les changements à l'intérieur du cabinet puis à l'extérieur du cabinet. Des fois, on voit des changements à l'intérieur du cabinet. On voit l'enfant qui devient plus ouvert, plus sensible, plus respectueux du psychothérapeute. Voilà, on voit vraiment une évolution notable. Et puis à la maison, ça reste l'enfant problématique qui avait commencé la psychothérapie, quoi. On peut avoir ce cas de figure aussi. J'ai jamais vu l'inverse. J'ai jamais vu un enfant qui changeait dans la famille et qui était imbuvable dans le cabinet. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est pas obligé, c'est une proposition. Ah, c'est mon côté mère juive. S'il faut nourrir les gens, non. Juste, je crois qu'il faudrait essayer de traiter les jeux vidéo comme on traite les autres médias, quoi. Alors, il y a des spécificités puisque c'est un média qui est interactif, c'est quelque chose qui est produit industriellement. Alors, il y a une industrie du cinéma aussi, il y a aussi une scène indépendante du jeu vidéo comme avec le cinéma. Donc, il y a des parallèles à faire avec le cinéma. Il y a aussi des différences. Ça reste un média de divertissement de masse. Il est vraiment important, je crois, de le connaître de l'intérieur et il est important de le travailler suffisamment pour qu'il soit plus facilement digérable pour les jeunes publics. Plus il y aura des médiateurs comme vous qui pourront faire des passerelles entre le jeu vidéo et tout un ensemble d'autres choses, mieux ce sera pour l'ensemble de la population. Écoute, tu nous fais presque la transition avec la deuxième journée qui aura lieu en mars. Bon, pas avec le reste de l'après-midi, mais la deuxième journée en mars s'intéressera aussi au métier de la création. Ce sera l'occasion de rencontrer l'Engmin, l'école du jeu vidéo Angoulême, de rencontrer aussi d'anciens élèves, de rencontrer des créateurs. Donc, ça permettra de voir une autre facette du jeu et de l'appréhender d'une autre façon concrète, en fait. Merci beaucoup. Mais merci.